Au dîner, je venais de m'asseoir lorsque la nouvelle assistante que mon mari avait engagée m'a giflé et a dit « Vous n'avez aucune manière ». Je l'ai giflé en retour, puis j'ai regardé mon mari en silence. Il a immédiatement paniqué. Je venais de prendre place à la tête de la table pour le dîner de famille du domaine Beaumont lorsque Chloé Dubois s'est précipitée et m'a giflé. Le coup fut puissant. Un claquement sec a retenti et toute la grande salle à manger est tombée dans un silence de mort. Autour de la longue table en acajou, les convives se sont figés, leur verre de vin en cristal à la main, leur sourire poli s'évanouissant tandis que tous les regards se posaient sur moi. Chloé se tenait devant moi dans un tailleur-jupe beige, son badge d'entreprise toujours posé sur sa poitrine. C'était la nouvelle assistante exécutive de Julien Beaumont, embauchée il y a 3 mois. Au cours de ces mêmes 3 mois, elle était devenue l'étrangère la plus fréquente à mettre les pieds dans le domaine Beaumont à Neuilly-sur-Seine. Sa voix est restée parfaitement stable après m'avoir frappée. Elle a même commencé à me faire la leçon devant tout le monde. Elle a déclaré que la place d'honneur était réservée aux aînés de la famille, et non une place que je pouvais prendre simplement parce que j'étais l'épouse. J'ai levé une main pour toucher ma joue, ne sentant rien d'autre qu'une brûlure. Julien Beaumont se tenait à quelques pas derrière elle. Il était en communication professionnelle. Mais lorsqu'il s'est retourné et a vu où j'étais assise et la main levée de Chloé, son visage s'est instantanément vidé de toute couleur. Je n'ai pas pleuré, ni exigé d'explication. Je me suis simplement levée et lui ai rendu une gifle puissante. La regardant calmement, j'ai déclaré que cette place spécifique m'avait été attribuée par feu la grand-mère Rose Beaumont avant son décès. Je lui ai ensuite rappelé qu'elle n'était pas membre de la famille Beaumont, et que si elle osait à nouveau lever la main sur moi, je lui rendrais bien plus qu'une simple gifle. Chloé a serré sa joue, son visage un portrait de douleur. Elle a crié le nom de Julien. Julien s'est approché rapidement. J'ai pensé qu'il regarderait la marque rouge sur mon visage, mais sa toute première phrase fut une exigence dure, demandant pourquoi j'avais eu recours à la violence physique. Les expressions des proches dans la pièce se sont immédiatement ravivées. Certains marmonnaient sous leur souffle que j'étais trop impulsive, tandis que d'autres regardaient Chloé avec une pitié visible. Chloé a laissé couler ses larmes avec un timing parfait. Elle a affirmé qu'elle craignait seulement que j'embarrasse les aînés en prenant la mauvaise place. Elle a ajouté qu'elle ne s'attendait jamais à ce que je me fâche autant, se dédouanant ainsi de toute responsabilité. J'ai laissé échapper un petit rire, le mouvement tirant sur ma joue meurtrie et me ramenant à une clarté totale. Je me suis tournée vers Julien et lui ai demandé s'il pensait aussi que j'étais en tort. Il a ouvert la bouche mais n'a donné aucune réponse immédiate. Ce silence était la réponse elle-même. J'ai lentement retiré l'alliance en platine que j'avais portée à mon annulaire gauche pendant 3 ans. L'intérieur de l'anneau était gravé de ses initiales. C'était lui qui me l'avait passé au doigt, promettant que la position de Madame Beaumont m'appartiendrait toujours. En la regardant maintenant, ce n'était rien d'autre qu'une blague. J'ai posé la bague sur le grand livre du domaine en cuir vintage qui reposait sur la table. Le grand livre m'avait été laissé par grand-mère Rose. Il enregistrait les dépenses des galas du domaine, des services commémoratifs, du réseautage social, des soins médicaux pour les aînés et des prêts accordés aux proches. Pendant 3 ans, personne n'a jamais demandé comment je parvenais à porter le poids de tout cela. Il s'était simplement habitué à l'élégance et à la perfection de chaque événement. Il pensait que c'était le prestige inhérent à la famille Beaumont. En réalité, c'était moi qui couvrais leurs défauts et leurs lacunes. J'ai ramassé ce grand livre, un ouvrage portant d'innombrables heures de mon dévouement, et je l'ai doucement fermé. Le son était doux, mais il a atterri sur la table comme une lame, perçant leur paix hypocrite. Puisqu'ils affirmaient que je n'avais aucune manière, je ne gérerais plus le dîner de ce soir. Ma belle-mère, Éléonore, fut la première à froncer les sourcils, m'accusant de me ridiculiser devant nos proches. Je l'ai regardée, me souvenant de chaque jour et de chaque nuit que j'avais sacrifié pour cette famille au cours des 3 dernières années. Pour être l'hôtesse parfaite, je finalisais les menus du traiteur 3 jours à l'avance, supervisais personnellement la cuisine du domaine et réglais les soldes finaux. Pourtant aujourd'hui, parce que Chloé Dubois avait lancé une seule insulte concernant mes manières, on s'attendait à ce que j'avale cette humiliation. Face à l'expression rigide et aux questions dures de ma belle-mère, je n'ai pas offert un seul mot en réponse.
J'ai serré le grand livre en cuir contre ma poitrine, j'ai tourné le dos et je me suis dirigée vers la sortie avec une résolution absolue. Chloé a soudainement tendu la main pour bloquer mon chemin, affirmant que le grand livre était la propriété de la famille Beaumont et que je ne pouvais pas le prendre. Je me suis arrêtée, j'ai tourné la tête et j'ai demandé si elle savait vraiment ce qui était écrit dans ce livre. Elle ne connaissait même pas les restrictions alimentaires de Madame Beaumont ni l'allergie grave de la petite fille d'oncle Armand. Comment pouvait-elle parler de gérer le domaine ? Elle était complètement inconsciente du fait que tante Béatrice, ayant été veuve, adhérait à une tradition stricte de ne jamais boire de champagne lors des événements festifs. Voyant le visage de Chloé pâlir et les expressions des proches changer, j'ai ricané intérieurement. Julien a finalement parlé, m'ordonnant de poser le grand livre et disant que nous pourrions en parler à la maison. En le regardant, j'ai senti pour la première fois que cet homme m'était incroyablement étranger et froid. Ce n'était pas qu'il ignorait l'importance du grand livre. Il ne s'attendait simplement jamais à ce que je l'emporte devant tout le monde. J'ai jeté un coup d'œil à l'alliance abandonnée sur la table, le symbole de ses promesses passées. J'ai croisé son regard et lui ai dit que parce qu'elle m'avait giflé et avait bafoué ma position, sa complicité silencieuse en tant que mon mari était la trahison la plus profonde de toutes. Ignorant ses tentatives de le nier, je l'ai laissé avec une seule promesse. Une fois les comptes réglés, la vérité serait claire pour tout le monde. Sur ce, je suis sortie de la grande salle à manger. Personne n'a osé me suivre. Ce n'est que lorsque j'ai atteint les portes principales du domaine que Marthe, la gouvernante, est sortie en courant, les yeux rouges. En tant que seule spectatrice, elle était la seule personne qui savait vraiment comment j'avais tenu cette famille pendant 3 ans. Regardant la contusion sur mon visage, elle a hésité, ses yeux pleins de chagrin. J'ai secoué la tête et lui ai simplement demandé si le paiement final de la luxueuse entreprise de traiteur de ce soir avait été réglé. Après avoir confirmé que ce n'était pas le cas, j'ai ouvert mon application bancaire mobile juste devant elle, l'entretien du domaine, les factures de pharmacie, les frais d'aménagement paysager, le salaire du chauffeur. J'ai systématiquement annulé ces virements automatiques. Écoutant les questions tremblantes de Marthe, j'ai fermé l'application et déclaré qu'à partir de maintenant, celui qui s'assoirait à la tête de la table paierait les factures. En sortant du domaine Beaumont, le vent piquait l'empreinte de main sur mon visage. Mais la douleur me maintenait parfaitement lucide. De la salle à manger derrière moi venaient les bruits chaotiques de verres brisés et de chaises renversées. Je n'ai jamais regardé en arrière. Julien a envoyé un message texte me disant de ne pas être impulsive. Je l'ai lu et j'ai immédiatement verrouillé mon écran. 5 minutes plus tard, le gérant de l'entreprise de traiteur a appelé le domaine, exigeant l'énorme solde impayé. Cette facture de traiteur de 20 000 € était une dépense que j'avais toujours couverte par le passé. Mais pas ce soir. Quand je suis arrivée à notre appartement terrasse à Paris, l'espace était entièrement silencieux. C'était l'appartement où Julien et moi avions emménagé après notre mariage. J'avais choisi le canapé du salon. J'avais remplacé la table à manger. J'avais cultivé les plantes en pot sur le balcon une par une. Pendant 3 ans, cela avait ressemblé à un foyer. Mais à partir de ce soir, cela ressemblait à une coquille vide remplie de vieilles habitudes. Je suis allée dans la salle de bain principale pour me laver le visage. Dans le miroir, les marques rouges de doigts sur ma joue gauche étaient étonnamment claires. La gifle de Chloé avait été vicieuse. Ce n'était pas un accident. C'était un mouvement calculé pour établir sa domination. J'ai sorti une pommade et l'ai lentement appliquée sur ma peau. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis mon retour. Ma belle-mère avait appelé 8 fois. Julien avait appelé 12 fois. Le groupe de discussion familiale affichait plus de 99 messages non lus. Éléonore a envoyé une longue note vocale. Je ne l'ai pas écoutée. J'ai utilisé la fonction de transcription de la messagerie vocale. Elle m'a réprimandé pour avoir agi de manière immature en giflant Chloé et en prenant le grand livre devant tout le monde. Elle a affirmé que Chloé était jeune et désireuse de bien faire et qu'en tant que Madame Beaumont, je devais faire preuve de grâce et de tolérance. Tante Béatrice a envoyé un message conseillant que nous étions tous une famille et qu'il n'était pas nécessaire de rendre les choses laides. Cousine Valérie a ajouté,
Chloé ne faisait que gérer les affaires de Julien et j'avais été trop impétueuse. En regardant ces lignes de texte, j'ai soudainement trouvé cela hilarant. Quand j'ai été frappée, ils étaient tous silencieux. Quand j'ai riposté, ils ont tous soudainement trouvé leur voix. Je n'étais pas pressée de répondre. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé à mon lecteur cloud sécurisé. Le dossier s'appelait « Finances du domaine Beaumont ». Il était divisé en 12 sous-catégories couvrant l'entretien du domaine, le traiteur d'événements, les cadeaux de vacances, les soins médicaux de conciergerie, la paie du personnel domestique et les prêts aux proches. Chaque transaction avait une capture d'écran de reçu correspondante. Ce n'était pas que j'étais trop intrigante. C'est ma propre mère qui m'avait appris dès mon plus jeune âge que l'argent pouvait être dépensé librement, mais que les comptes devaient toujours être limpides. Au cours de notre première année de mariage, Julien travaillait jusqu'aux petites heures du matin. J'intervenais pour prendre soin de grand-mère Rose, divertir les proches et gérer les réparations d'urgence au domaine. Il me tenait la main et disait à quel point il était chanceux de m'avoir. À l'époque, je croyais qu'un mari et une femme n'avaient pas besoin de tenir des comptes stricts. Plus tard, j'ai appris que la personne qui refuse de tenir des comptes est celle qui finit par être complètement épuisée. Le verrou électronique a bipé. Julien était rentré. Il est entré, sans même enlever son par-dessus, les sourcils froncés. Ses premiers mots furent une accusation selon laquelle j'avais dépassé les limites aujourd'hui. Je me suis assise sur le canapé, ne prenant pas la peine de me lever, et lui ai demandé quelle était exactement la partie qui dépassait les limites. Était-ce que je n'aurais pas dû m'asseoir à la tête de la table? Que je n'aurais pas dû lui rendre le coup? Ou que je n'aurais pas dû prendre le grand livre? Pris au dépourvu, Julien a réprimé sa colère et a dit qu'il ferait en sorte que Chloé s'excuse, mais il était plus contrarié que j'aie fait une scène devant les proches, humiliant sa mère et la famille Beaumont. Je l'ai regardé et lui ai demandé si la famille Beaumont avait été humiliée lorsqu'elle m'avait giflé. Il est resté silencieux un instant, puis l'a défendu en disant qu'elle venait de rejoindre le cercle restreint et ne connaissait pas les règles. J'ai froidement rétorqué que si elle ne savait pas, était-il lui aussi ignorant des règles? Alors que ces mots tombaient, le salon est redevenu silencieux. L'expression de Julien a changé. J'ai posé le grand livre en cuir vintage sur la table basse. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi j'étais autorisée à m'asseoir à la tête de la table. Il n'a pas répondu. J'ai tourné à la première page du grand livre. Cette page portait l'écriture de grand-mère Rose. L'écriture était ancienne mais régulière. Tenant ce lourd livre en cuir, je savais profondément que j'avais hérité du fardeau de la gestion de la famille. En tant qu'hôtesse principale, j'ai personnellement rédigé les menus des événements et arrangé les plans de table, maintenant sans faille la dignité de cette famille. Les mots écrits par la vieille femme avant de mourir n'étaient pas un testament, ni une division de biens. C'était simplement la règle de la famille Beaumont, celui qui gère les comptes dirige la table. Julien a fixé cette seule phrase. Sa pomme d'Adam a tressauté. Je lui ai dit qu'il connaissait cette règle. Sa mère la connaissait. Oncle Armand la connaissait. Tout le monde la connaissait, sauf Chloé Dubois. J'ai fermé le grand livre et lui ai demandé pourquoi elle se sentait assez audacieuse pour me frapper. Une trace de panique a traversé les yeux de Julien. Il a affirmé qu'il ne lui avait jamais dit de faire une telle chose. Je lui ai dit que je savais qu'il ne l'avait pas ordonné, mais qu'il lui avait donné l'illusion qu'elle avait l'autorité de le faire. Son visage s'est assombri et il a demandé si je devais vraiment faire une montagne d'une affaire triviale. Les mots « affaire triviale » ont été comme une lame de rasoir tranchant légèrement mais profondément mon cœur. J'ai ouvert la première capture d'écran sur mon ordinateur portable, le dîner commémoratif du mois dernier pour grand-mère Rose. J'ai payé la facture de 30 000 €. La deuxième capture d'écran, sa mère avait perdu de l'argent à une partie de poker privée et craignait qu'il ne le découvre, alors elle m'avait supplié de lui virer 18 000 € pour couvrir sa dette. La troisième capture d'écran, le fils d'oncle Armand était parti étudier en Europe et ils avaient emprunté 25 000 € pour les fonds de transition. Cela n'avait jamais été remboursé. La quatrième capture d'écran, la robe de fiançailles de sa cousine. Elle avait dit « Madame Beaumont a de bonnes relations et m'a demandé d'avancer 10 000 €. Je les ai fait défiler un par un.
Son visage a changé peu à peu. Il a demandé pourquoi je ne lui avais jamais parlé de ces choses. Je lui ai dit que je l'avais fait en mai dernier, lorsqu'il assistait à une conférence à Singapour. J'avais mentionné que les dépenses du domaine étaient chaotiques et j'avais demandé si nous devions revoir les comptes ensemble. Il avait répondu que j'étais en charge des affaires domestiques et qu'il faisait entièrement confiance à mon jugement. J'ai souligné qu'il m'avait fait confiance pendant 3 ans. Pourtant, aujourd'hui, il avait permis à son assistante de me gifler et de m'accuser de n'avoir aucune manière. Sa respiration est devenue plus lourde alors qu'il affirmait que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas répondu car il était tard et ma belle-mère appelait à nouveau. Éléonore s'est lancée dans une tirade furieuse au haut-parleur, exigeant de savoir pourquoi la facture du traiteur n'était pas payée et m'ordonnant de virer l'argent immédiatement pour qu'il ne soit pas la risée de tous. Je lui ai dit clairement que puisque Chloé avait déclaré que je n'avais aucune manière, je ne dépasserais pas mes limites. Ce soir, celui qui a arrangé le plan de table peut payer la facture. Elle s'est figée pendant quelques secondes, sa voix montant d'un octave alors qu'elle exigeait de savoir ce que je voulais dire. J'ai souri et j'ai dit, 20 000 € n'est pas beaucoup d'argent. Mademoiselle Dubois pourrait facilement les virer. Après un bref silence à l'autre bout, la voix fragile et larmoyante de Chloé a retenti, disant que c'était de sa faute et qu'elle contacterait le service de comptabilité de l'entreprise. Je l'ai coupé. Les dîners du domaine ne sont pas des frais professionnels déductibles. Si elle veut s'asseoir à la place d'une Beaumont, elle doit d'abord apprendre les règles. Je l'ai averti de ne pas utiliser les fonds de l'entreprise pour sauver la face. L'expression de Julien a radicalement changé et il a crié mon nom. J'ai raccroché immédiatement. Il ne restait que nous deux dans le salon. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la toute première fois, disant « Tu n'agissais jamais comme ça avant ». J'ai posé mon téléphone et lui ai demandé comment j'agissais avant. Comme il restait silencieux, j'ai répondu pour lui. Dans le passé, je payais les factures, nettoyais les dégâts, couvrais les mensonges de sa mère et apaisais les proches. Je faisais même semblant de ne pas remarquer quand il ramenait son assistante au domaine familial. Je me suis levée, je me suis dirigée vers un tiroir de notre entrée et j'ai sorti la carte de débit de secours liée aux dépenses du domaine. Juste sous les yeux de Julien, j'ai pris une paire de ciseaux et je l'ai coupée en deux. Je lui ai dit qu'à partir de ce soir, je ne serais plus leur filet de sécurité. Il a finalement paniqué, demandant ce que je voulais exactement. Je lui ai dit que je voulais que les comptes soient réglés avant que nous ne divorcions. En entendant le mot divorce, son expression s'est complètement figée. Je n'ai offert aucune autre explication, j'ai simplement rangé mes documents, le grand livre et mon ordinateur portable dans une valise. Julien se tenait près de la porte, immobile comme un bloc de glace. Alors que je passais devant lui, il m'a fermement saisi le poignet. Il a exigé de savoir si une simple gifle était vraiment la raison pour laquelle je détruisais tout. J'ai baissé les yeux sur sa main, ouvrant ses doigts un par un avec une force délibérée. Je lui ai dit que ce n'était pas à cause de la gifle, mais parce que la gifle m'avait fait voir exactement où chacun se situait. J'ai traîné ma valise hors de la porte. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, je l'ai vu toujours immobile dans le couloir. Au téléphone, j'ai entendu Éléonore crier que le gérant du traiteur avait amené du personnel au domaine pour encaisser. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, appuyées contre la paroi métallique, j'ai poussé un long soupir. La première dette était enfin en cours de recouvrement. Le lendemain, Chloé a publié un collage de 9 photos sur son Instagram, jouant la victime. Sa légende sous-entendait fortement qu'elle avait été battue pour avoir dit la vérité et que quelqu'un d'autre était indigne de sa haute position. Bien qu'elle n'ait nommé personne, les proches de la famille Beaumont ont parfaitement compris de qui elle parlait. Cousine Valérie m'a envoyé un message privé me priant de ne pas me rabaisser au niveau d'une employée junior, disant que frapper les gens me faisait mal paraître. J'ai enregistré une capture d'écran de son message et j'ai simplement répondu que je serais au domaine à 15 h cet après-midi pour recouvrer les dettes. J'ai ignoré toutes ces questions de suivi frénétique. Cet après-midi-là, muni de mon ordinateur portable et d'un épais dossier de documents, je suis retourné au domaine Beaumont. La grande salle à manger était remplie de monde. Une foule encore plus nombreuse que la veille. Chloé,
légèrement maquillée pour accentuer la légère marque rouge sur sa joue, était assise près de ma belle-mère. Julien était assis près de la tête de table, mais le siège principal restait ostensiblement vide. Personne n'osait le revendiquer. Éléonore m'a regardé froidement, me demandant si je réalisais enfin que je devais revenir. Je l'ai ignoré. J'ai posé le dossier de documents sur la table, étalé les relevés financiers et annoncé directement que la facture de traiteur de 20 000 € avait été recouvrée avec succès auprès du domaine. J'ai déclaré qu'aujourd'hui, nous n'étions là que pour parler d'argent. Chloé a feint un ton conciliant, suggérant doucement que mêler l'argent à cela nuirait à l'affection familiale. J'ai tiré une chaise, je me suis assise et je lui ai dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'affection à discuter, seulement de l'argent sonnant et trébuchant. Quelqu'un dans la pièce a toussé. Oncle Armand a froncé les sourcils. Quand il m'a demandé si je voulais vraiment aller aussi loin, j'ai hoché la tête sans la moindre hésitation. J'ai poliment demandé à oncle Armand, la personne la plus avisée financièrement de la famille, d'auditer mes dossiers et de voir si je faisais du tort au Beaumont. J'ai ouvert le premier dossier et j'ai commencé à rapprocher les dépenses de traiteur du domaine pour les 3 dernières années. Sur 39 banquets du domaine, Julien n'en avait financé que 7. J'avais personnellement payé pour 28. Le visage d'Éléonore a radicalement changé. Elle m'a accusé de dire des bêtises, affirmant que Julien avait tout arrangé pour le financement. J'ai fait glisser les relevés de virement bancaire directement devant elle, exposant son stratagème de longue date consistant à me faire avancer l'argent pendant qu'elle donnait à son fils le crédit d'être un pourvoyeur dévoué. J'ai affiché notre historique de messages, fournissant une preuve irréfutable qu'elle me disait de payer les fournisseurs et m'ordonnait explicitement de ne pas le dire à Julien. Éléonore a tendu la main, essayant d'arracher mon téléphone. Je l'ai rapidement retiré et je l'ai fermement refusé. Chloé a rapidement soutenu une Éléonore au visage pâle, jouant l'intermédiaire en disant que j'avais subi un grief. J'ai tourné mon regard vers Chloé, calmement, l'informant que ses propres écarts financiers viendraient ensuite. J'ai continué à énumérer les prêts détaillés aux proches, y compris le fils d'oncle Armand, la branche de tante Béatrice et les jeunes cousins. Les proches dans la pièce ne pouvaient plus rester assis. Cousine Valérie a essayé de se défendre, affirmant qu'elle pensait que l'argent était une subvention familiale générale et n'avait aucune idée qu'il provenait de mes comptes personnels. J'ai hoché la tête, exprimant ma compréhension, c'est exactement pourquoi j'étais venue aujourd'hui pour leur montrer la vérité. Oncle Armand a fixé les reçus marqués « Fonds de transition familiale », son expression s'assombrissant de seconde en seconde. J'ai expliqué que le mémo portait la mention « Fonds de transition familiale » uniquement parce que ma belle-mère trouvait le mot « prêt » trop inélégant. Éléonore a finalement éclaté, exigeant de savoir si j'avais réellement l'intention de forcer les proches à rembourser l'argent. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai donné un « oui » définitif et absolu. La salle à manger a instantanément explosé dans le chaos. Les accusations fusaient de toutes parts. Quelqu'un m'a traité de folle. Un autre m'a maudite de n'avoir aucun sens de la loyauté familiale. J'ai attendu qu'ils expriment leur colère avant de sortir le 3e document. J'ai annoncé qu'il y avait une catégorie de dépenses qui n'avait pas besoin d'être remboursée. J'ai déclaré que j'absorberais tous les frais d'infirmière et médicaux encourus pendant la maladie de grand-mère Rose parce que je les avais payés de bon gré. J'ai regardé Julien et lui ai dit que c'était strictement parce que grand-mère Rose m'avait bien traité. Mon ton a changé brusquement alors que je soulignais que chaque autre euro était soit un prêt à rembourser, soit une avance à régler. Je les ai avertis de ne pas utiliser l'affection familiale comme un tapis pour balayer leurs dettes. Chloé, les yeux rougis, a pris la parole, m'accusant de mettre les proches dans une situation difficile et de rendre les choses incroyablement compliquées pour Julien. J'ai souri et lui ai demandé pourquoi elle s'inquiétait déjà des difficultés de Julien alors qu'elle n'avait même pas encore épousé la famille Beaumont. J'ai sorti un bon de commande du dossier et lui ai demandé si c'était elle qui avait commandé les amuse-gueules au caviar beluga pour le dîner d'hier soir. Chloé s'est figée, puis a admis qu'elle avait aidé le personnel de cuisine à passer la commande, affirmant que c'était la spécification standard du domaine. J'ai souligné qu'à 700 € la boîte pour 60 convives, ce seul plat d'amuse-gueule coûtait 40 000 €. J'ai immédiatement produit un reçu manuscrit du fournisseur comme preuve.
J'avais contacté le fournisseur ce matin-là et j'avais appris que ce qui avait été livré hier soir n'était pas du caviar beluga, mais un substitut bon marché à base de lompe. 60 portions totalisaient à peine 5 000 €. Toute la grande salle à manger est tombée dans un silence complet. L'air semblait s'être figé. J'ai vu le regard de victime sur le visage de Chloé se durcir instantanément en choc. Éléonore était également stupéfaite de silence. J'ai placé les deux reçus côte à côte et j'ai demandé où étaient passés les 35 000 € de différence. Chloé a immédiatement regardé Julien, affirmant qu'elle avait simplement transmis les devis et n'avait aucune idée où les fonds étaient allés. J'ai froidement souligné que bien qu'elle n'ait pas physiquement payé la facture, c'était elle qui avait personnellement géré les bons de commande et changé de fournisseur. Marthe est entrée par la porte en tenant une pile de factures, vérifiant chacun de mes mots. Marthe a déclaré que par le passé, tous les achats passaient par une liste fixe de fournisseurs approuvés. C'était Mademoiselle Dubois qui avait pris le relais, affirmant que c'était sous les ordres directs de Julien. Marthe a également mentionné qu'elle avait averti Chloé de ne pas modifier les menus traditionnels laissés par grand-mère Rose, mais elle avait été renvoyée par Chloé, qui avait invoqué l'autorité de Julien. Chloé a frénétiquement nié cela, jurant qu'elle n'avait jamais dit ces choses. Marthe a calmement déclaré qu'elle avait été dans la cuisine et avait entendu Chloé le dire de ses propres oreilles devant deux assistants traiteurs. Les deux assistants se tenant près du fond ont baissé la tête. Leur silence était le témoignage le plus puissant de tous. Julien a finalement parlé, exigeant une réponse. Les larmes de Chloé ont instantanément coulé. Elle a sangloté, affirmant qu'elle voulait seulement aider et qu'elle avait été escroquée par les fournisseurs parce qu'elle ne connaissait pas les règles. Je l'ai regardée et je lui ai demandé si elle était si ignorante des règles, d'où tirait-elle le courage de me gifler ? Elle s'est étranglée avec ces mots. Les gens qui l'avaient défendue il y a quelques instants ont maintenant complètement détourné les yeux. J'ai fermé le dossier, je me suis levée et j'ai regardé la chaise vide de la tête de table, me rappelant la moquerie de Julien de la veille. J'ai demandé à voix haute comment quelqu'un qui ne savait même pas qui payait la nourriture avait le droit de me faire la leçon sur les manières. La pièce était d'un silence de mort. Julien m'a regardé, ses yeux remplis d'émotions complexes et illisibles. Il a suggéré que nous discutions de ces questions en privé. Je me suis retournée et j'ai évoqué son indifférence froide lorsque j'ai été frappée la nuit dernière. La couleur a disparu de son visage. J'ai pris le grand livre et lui ai dit qu'aujourd'hui n'était que le premier tour de la comptabilité. La tête donc clairement s'est levée, choquée, demandant s'il y avait plus. Je l'ai regardé et j'ai confirmé que la famille Beaumont me devait bien plus que de simples factures de traiteur. Je me suis retournée et je suis partie. Alors que j'atteignais la porte, Chloé a crié, demandant si je l'avais malicieusement enquêtée. Je me suis arrêtée, j'ai nié son accusation et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Je lui ai dit que c'était sa gifle qui m'avait fait décider d'arrêter de cacher les vrais comptes. Elle est restée là, paralysée. Je suis sortie directement par les portes d'entrée du domaine. Julien m'a poursuivi jusqu'aux marches de l'entrée. Sa voix était basse et rauque alors qu'il me demandait exactement combien j'avais caché. Je l'ai regardé et je l'ai corrigé. Je ne cachais rien. Il n'avait simplement jamais pris la peine de regarder. Les véritables règles de la famille Beaumont n'étaient pas dictées à la table du dîner, mais dans les murs solennels du mausolée familial. Chaque année, le 3e jour suivant l'anniversaire de la mort de grand-mère Rose, les membres de la famille proche se réunissaient à la chapelle pour déposer des fleurs, puis organiser un thé commémoratif formel dans la salle de réception. Grand-mère Rose disait que les Beaumont pouvaient manquer d'argent, mais qu'ils ne pouvaient jamais manquer de bienséance. Pour cette raison, le service de thé était toujours strictement géré par le régisseur du domaine. Au cours des 3 dernières années, la personne qui gérait et arrangeait tout, c'était moi. Cette année, ma belle-mère ne m'avait pas informé de l'événement. Je ne l'ai découvert que par un appel téléphonique discret de Marthe. La voix de Marthe était très basse. Elle m'a dit qu'Éléonore avait chargé Chloé du thé commémoratif. Elle a également relayé le message d'Éléonore selon lequel mes émotions étaient trop instables pour entrer dans la chapelle et que je devrais être intelligente et lui remettre le grand livre. J'étais en train de rapprocher des feuilles de calcul. Mon stylo s'est arrêté. J'ai souri et j'ai dit à Marthe que je serais là demain.
Lorsque je suis arrivée au domaine le lendemain, les tables de thé étaient déjà dressées devant les portes de la chapelle. Chloé, vêtue d'une robe noire modeste et élégante, dirigeait le personnel. Quand elle m'a vue, son expression a légèrement changé avant de reprendre un masque de politesse douce. Elle a suggéré que je me repose dans la salle de réception. J'ai fixé le plan de table dans sa main et j'ai demandé qui avait arrangé les places. Elle a levé le menton, affirmant que c'était l'idée d'Éléonore, mais a refusé de me laisser voir la liste. Elle a déclaré que c'était une affaire de famille Beaumont. Une étrangère avec un titre d'entreprise se tenait en fait à la porte de la chapelle Beaumont, me faisant la leçon sur les affaires de famille. Je n'ai pas essayé d'arracher la liste. J'ai simplement contourné et je me suis dirigée directement vers les portes de la chapelle. Elle a paniqué et a tendu la main pour me bloquer physiquement. Je me suis arrêtée et je l'ai avertie que c'était la 3e fois qu'elle levait la main pour m'arrêter. Son bras s'est raidi et elle l'a lentement baissé. À l'intérieur de la chapelle, les aînés de la famille étaient déjà rassemblés. Éléonore se tenait près de l'autel commémoratif. Quand elle m'a vue, son visage s'est assombri instantanément. Elle a exigé de savoir qui m'avait autorisé à entrer. J'ai déclaré que si le régisseur du domaine et le chef de famille étaient absents, personne n'avait le droit de placer le premier bouquet. Éléonore a ricané, demandant comment j'avais encore le culot de me tenir devant les ancêtres après m'être si amèrement disputé avec Julien. Je n'ai pas discuté. J'ai sorti une photocopie de l'accord prénuptial de gestion du domaine et je l'ai placé sur le bord de l'autel. Cet accord avait été signé avec grand-mère Rose et oncle Armand en tant que témoins. Oncle Armand a pris l'accord, fronçant les sourcils. Le document stipulait clairement que toutes les affaires du domaine devaient être gérées exclusivement par moi, que toutes les dépenses du domaine devaient être enregistrées dans le grand livre, et que la famille ne pouvait pas remplacer le régisseur du domaine sans motif formel. Le visage d'Éléonore s'est tordu de colère. Elle m'a accusé d'utiliser les papiers d'une morte pour intimider les gens. J'ai souligné l'hypocrisie. Hier, ils m'ont accusé de n'avoir aucune règle. Aujourd'hui, quand j'ai apporté les règles littérales sur la table, ils m'ont accusé d'intimidation. Elle était à court de mots. Julien est entré de l'extérieur, ne s'attendant clairement pas à me voir. Chloé le suivait de près, les yeux légèrement rouges, l'air complètement victimisé. L'excuse murmurée d'un membre du personnel, disant qu'il n'avait pas pu m'arrêter, a retenti exceptionnellement durement dans le silence de mort de la chapelle. Julien a simplement jeté un regard froid à Chloé, puis est tombé dans le silence. Je l'ai regardé directement et j'ai posé la question que j'avais préparée longtemps à l'avance. Avait-il autorisé Chloé à changer les arrangements de place pour le thé commémoratif ? Face à mon interrogation, Julien a de nouveau choisi de s'échapper par le silence. Éléonore s'est précipitée pour répondre à sa place, affirmant qu'elle avait ordonné le changement parce que j'avais causé trop de chaos dans la famille ces derniers temps. Elle m'a réprimandé, disant que je n'étais plus apte à m'asseoir à la tête de la table et à afficher un tel mauvais caractère. Ces mots dégoulinaient d'une protection féroce envers Chloé et d'un profond dédain pour moi. J'ai hoché la tête calmement, puis j'ai posé ma deuxième question fatale. J'ai demandé pourquoi le jeune frère d'oncle Armand était placé avant oncle Armand dans le plan de table. Le jeune oncle s'est figé de choc. Le visage d'oncle Armand s'est instantanément assombri, ses yeux devenant dangereux. Dans les traditions commémoratives de la famille Beaumont, la hiérarchie de l'âge et de l'ancienneté était une question de dignité suprême. Une erreur aussi flagrante n'était pas différente d'une gifle publique. Chloé s'est précipitée pour s'expliquer, bégayant qu'elle pensait simplement que le jeune oncle avait l'air plus âgé, alors elle l'avait arrangé de cette façon. Oncle Armand a laissé échapper un rire froid, louant sarcastiquement sa profonde compréhension des règles. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes alors qu'elle affirmait piteusement qu'elle essayait seulement d'aider. Mes yeux se sont fixés sur le presse-papier dans ses mains alors que je continuais à exposer son ignorance et sa malice. Notre cousine Valérie avait perdu son mari l'année dernière. La tradition exigeait qu'elle ne puisse absolument pas être assise près de quoi que ce soit de célébratoire cette année. Pourtant, Chloé l'avait placée juste à côté de la table des desserts, historiquement réservée à la génération plus jeune et non mariée célébrant de nouveaux commencements. Le visage de cousine Valérie est devenu blanc comme du papier. Elle a tourné la tête pour regarder Chloé,
ses yeux brûlants de choc et de fureur. Chloé a complètement perdu son sang-froid, affirmant frénétiquement qu'elle ne connaissait aucun de ces tabous. Je lui ai froidement demandé ce qui lui donnait le droit d'entrer dans la chapelle de la famille Beaumont et de dicter où les gens s'asseyaient. Toute la chapelle est tombée dans un silence suffocant. Même le bruit de la respiration semblait se figer. Le visage d'Éléonore est passé du rouge au blanc, complètement humilié, mais entièrement incapable de formuler une défense. Julien a finalement parlé, ordonnant à Chloé d'attendre dehors. Chloé l'a regardé avec une incrédulité absolue, l'appelant par son nom. Il a répété l'ordre de sortir, sa voix pas forte, mais portant une finalité glaçante. Chloé a mordu sa lèvre inférieure, s'est retournée et a pratiquement fui la pièce en disgrâce. En regardant sa silhouette s'éloigner, je n'ai ressenti aucun frisson de vengeance. Ce qui m'a vraiment glacé le cœur, c'est que Julien avait attendu ce moment précis pour intervenir et défendre la soi-disant dignité de sa famille. Pendant la cérémonie de dépôt des fleurs, oncle Armand m'a soudainement présenté ses excuses, admettant que la famille n'avait pas compris la situation aujourd'hui. Je n'ai pas accepté ces excuses. J'ai simplement suivi les règles laissées par grand-mère Rose et j'ai silencieusement tout remis en ordre. Au moment où toutes les traditions furent terminées, il était midi. Je me tenais près des portes de la chapelle, me préparant à partir. Julien m'a suivi, me demandant si le fait d'apporter l'accord légal signifiait que je planifiais cela depuis longtemps. Je l'ai regardé et j'ai admis ouvertement que c'était bien mon coup calculé. Ses yeux se sont assombris. Il m'a demandé si j'avais l'intention de régler les comptes avec tout le monde depuis la nuit du dîner au domaine. Je l'ai corrigé. Je lui ai dit que ce n'était pas la nuit du dîner. C'était au moment où il avait permis à Chloé d'intercepter le premier appel téléphonique de sa mère. En entendant cette phrase, son visage s'est instantanément figé. Cela s'était passé il y a 2 mois. Je déposais les médicaments d'Éléonore et j'avais appelé Julien pour lui demander s'il rentrait au domaine pour le dîner. La personne qui avait répondu au téléphone était Chloé. Elle m'avait dit que M. Beaumont était sous la douche et que je devrais lui transmettre tous les messages domestiques pour qu'elle les fasse passer. À ce moment précis, j'ai su que les frontières entre nous avaient été personnellement démantelées par lui. Julien a baissé la voix, se défendant en disant qu'il avait trop bu lors d'un événement de réseautage cette nuit-là. Je lui ai dit que je savais. J'ai ensuite énuméré toutes ses anciennes excuses. Il était juste occupé. Il avait juste trop bu. Il avait juste oublié. J'ai fait un pas en arrière et je lui ai dit qu'une fois que vous accumulez assez de « juste », cela devient une vérité absolue. Il m'a regardé, une trace de panique sans précédent affleurant enfin dans ses yeux. Il a désespérément essayé d'expliquer qu'il n'avait jamais eu l'intention que Chloé me remplace. J'ai souri et je lui ai rappelé qu'en dépit de ses intentions, elle s'était déjà tenue aux portes de la chapelle de sa famille pour me bloquer physiquement. Cette phrase a atterri comme une gifle retentissante sur son visage. Il ne s'est pas attardé. Je me suis retournée et je suis partie avec une résolution absolue. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Éléonore avait envoyé une image. C'était un projet de conditions de divorce. Les termes exigeaient que je renonce volontairement à tous les droits de gestion et que je reparte les mains vides. J'ai fixé ces mots, repartir les mains vides, et j'ai enregistré l'image dans mon dossier cloud. J'ai renommé le fichier « Preuve de divorce forcé d'Éléonore ». Le prochain règlement serait le sien. Derrière le domaine Beaumont, il y avait un petit pavillon transformé en salle d'archives. Par le passé, grand-mère Rose l'utilisait pour stocker d'anciens grands livres financiers. La pièce était petite, contenant un lourd bureau en chêne, 2 chaises et des classeurs en acier contre le mur. Pendant 3 ans, après chaque gala du domaine, je m'asseyais ici pendant des heures pour rapprocher les dépenses. Marthe disait que j'étais trop méticuleuse, affirmant qu'une famille aussi riche que les Beaumont ne se souciait pas des petites sommes. Je souriais et lui disais que savoir s'ils s'en souciaient était leur affaire, mais que garder les comptes impeccables était la mienne. En y repensant maintenant, c'était une bonne chose que j'aie tout gardé clair. Autrement, tous mes griefs auraient été rejetés comme des choses que j'avais simplement choisi de faire. À 14 heures, j'ai rencontré Marthe à la salle d'archives. Quand elle est entrée, elle portait une vieille boîte en carton.
Elle a expliqué que c'était tous les reçus qu'elle avait pu trouver. Certains avaient été pris ou échangés, mais le personnel de cuisine avait conservé des copies carbone. J'ai pris la boîte et je l'ai remerciée. Les yeux de Marthe sont devenus rouges. Elle a dit qu'elle travaillait pour les Beaumont depuis près de 20 ans et qu'elle m'avait vu souffrir pendant les 3 dernières, notant que personne ne m'avait jamais montré de vraie compassion. Mes doigts se sont arrêtés. Grand-mère Rose était la seule personne de la famille Beaumont qui me traitait vraiment comme une membre de la famille. Lorsque j'ai épousé Julien, la haute société murmurait que je me mariais au-dessus de mes moyens car ma famille d'origine, les Dubois, n'était que de modestes universitaires. Julien était jeune, très réussi et beau, mais il ne savait pas que c'était lui qui avait supplié pour le mariage. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il m'a poursuivi pendant 2 ans. Avant le mariage, il m'a présenté à grand-mère Rose. Elle m'a tenu la main et m'a dit que j'avais un cœur stable, capable de maintenir une famille unie. À l'époque, je pensais que maintenir une famille unie était un partenariat. J'ai réalisé plus tard que j'étais la seule à garder la maison. Marthe et moi avons vérifié les dossiers de 14h à 19h, en recoupant tout élément par élément. Au cours des 3 dernières années, Éléonore m'avait demandé en privé plus de 250 000 € sous diverses fausses excuses. La toute dernière entrée m'a fait arrêter d'écrire. C'était la dépense pour l'équipement et l'habillement de Chloé. Marthe a soupiré, révélant qu'Éléonore avait ordonné les achats, affirmant qu'elle craignait que mademoiselle Dubois ne s'habille trop mal et n'embarrasse la marque Beaumont. Marthe a ajouté que lorsque les fonds avaient été demandés, Éléonore avait affirmé que l'argent était destiné à acheter une robe de créateur pour une cousine. J'ai affiché l'historique exact des messages. Éléonore avait envoyé un message disant qu'une cousine allait se fiancer et m'avait demandé de virer l'argent pour la robe à l'avance, insistant sur le fait que nous ne pouvions pas laisser les Beaumont paraître radins. Le montant était de 10 000 €. La date était exactement 2 mois auparavant. Ce même soir, Julien avait emmené Chloé à un gala de charité. Chloé se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe de soie couleur champagne. Des photographies d'eux avaient même été publiées dans les chroniques mondaines. Quand je lui en avais parlé, il avait répondu d'un ton plat, c'était nécessaire pour le travail. Il s'est avéré que la robe qu'il jugeait nécessaire pour le travail avait été payée avec mon argent. Fixant cette capture d'écran de virement bancaire, j'ai soudainement éclaté de rire. Marthe me regardait avec inquiétude sur le côté, m'appelant doucement. J'ai surligné la capture d'écran en rouge, insistant verbalement sur le fait que j'allais bien, mais mon cœur s'est glacé d'une couche supplémentaire. À 20h ce soir-là, Julien a appelé. Sa voix était empreinte d'épuisement. Il a demandé où j'étais. Je lui ai dit que j'étais dans la salle d'archives du domaine. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Il a demandé si j'étais toujours en train de vérifier les comptes et m'a exhorté à laisser tomber, affirmant que sa mère vieillissait et que sa mémoire défaillait. J'ai posé mon stylo et je lui ai dit que sa mère avait utilisé mon argent pour acheter une robe de gala à Chloé Dubois. L'autre bout de la ligne est resté complètement silencieux. J'ai continué à lui dire que c'était 10 000 € marqués comme une robe de fiançailles pour une cousine. Sa respiration est devenue lourde. Il a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai dit que bien sûr il ne savait pas. J'ai dit que tout ce qu'il savait, c'était qu'elle avait l'air élégante à côté de lui et ne l'embarrassait pas. Il est resté silencieux pendant longtemps avant de finalement dire qu'il ferait en sorte que sa mère me rembourse. J'ai ri. Je lui ai dit qu'il croyait toujours que ce n'était qu'une question d'argent. Sa voix est devenue rauque alors qu'il me demandait ce que c'était vraiment. Regardant les cercles rouges danser sur le grand livre, je lui ai dit qu'ils avaient pris mes sacrifices et les avaient utilisés comme monnaie sociale, qu'ils avaient pris mon silence pour de la discrétion et qu'ils avaient utilisé mon mariage pour ouvrir la voie à une autre femme. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Marthe m'a discrètement averti que mademoiselle Dubois était arrivée. J'ai levé les yeux. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe en maille blanche. La marque rouge sur son visage avait disparu. Elle était dépouillée de l'arrogance qu'elle avait la nuit du dîner, l'air pitoyable et fragile. Elle a dit qu'elle voulait parler. J'ai fermé le grand livre et j'ai demandé de quoi il y avait à parler. Elle est entrée et a fermé la porte.
Elle a dit qu'elle savait que je ne l'aimais pas, mais a insisté sur le fait que sa relation avec Julien était strictement professionnelle. Je lui ai dit que si c'était strictement professionnel, elle ne m'aurait pas giflé lors d'un dîner de famille. Ses yeux ont cligné. Elle a admis qu'elle avait été impulsive cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Elle s'est mordu la lèvre et a demandé à voix basse si je savais pourquoi Julien lui permettait d'interférer dans les affaires familiales. Je l'ai regardée, réalisant qu'elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui me piquerait. Elle a dit que c'était parce que j'étais trop froide. Là maintenant mon stylo est resté immobile. Je l'ai écouté m'accuser de ne jamais me battre et de ne jamais poser de questions. Elle a affirmé que j'agissais comme si le mariage serait exactement le même que Julien soit là ou non. Elle a dit que Julien la laissait aider dans le domaine parce qu'il voulait voir si je m'en soucierais vraiment. Je lui ai demandé si me gifler était aussi son idée. Elle a frénétiquement secoué la tête, niant. Elle a dit que Julien ne lui avait jamais dit de frapper personne. Elle sentait juste que je ne chérissais pas la place à la tête de la table alors que je l'avais. Ces mots étaient intimement vicieux. Je me suis levée et je lui ai demandé si elle savait pourquoi je ne me battais jamais. Comme elle ne répondait pas, je me suis approchée d'elle. Je lui ai dit qu'une personne n'était pas un siège que l'on pouvait simplement arracher et qu'un mariage n'était pas un banquet où l'on pouvait manger simplement en se faufilant à table. Son visage est devenu pâle. Je lui ai dit qu'elle croyait que Julien lui donnait une chance. Elle m'a regardée. J'ai révélé la vérité. Julien était juste paresseux. Elle s'est figée. J'ai expliqué qu'il était trop paresseux pour gérer sa mère, trop paresseux pour établir des limites et trop paresseux pour affronter ma déception. Alors, il l'a poussé en première ligne, lui permettant de jouir de l'illusion d'être le centre de l'univers pour deux femmes. L'expression de Chloé s'est tordue. Elle a refusé de croire que Julien ne la considérait que comme un outil. J'ai simplement souri et je lui ai dit d'aller le convaincre de l'épouser. Voyant son visage rigide, je me suis rassis et j'ai repris la vérification des comptes. Elle n'est pas partie. Au lieu de cela, paniquée, elle s'est précipitée pour attraper les bons de commande sur le bureau. Marthe est instantanément intervenue pour la bloquer. Dans la bousculade, plusieurs papiers ont volé au sol. Je me suis penchée et j'ai ramassé un reçu. Le destinataire était son compte bancaire personnel. En voyant le chiffre de 3 500 €, son visage s'est instantanément vidé de toute couleur. J'ai lentement levé les yeux et je lui ai dit que ce n'était pas qu'elle ne comprenait pas les règles. C'était qu'elle les comprenait bien trop bien. J'ai glissé le reçu dans mon dossier. Elle a reculé de terreur, suppliant d'expliquer. Je l'ai coupé, tapotant la preuve et l'informant qu'elle devrait l'expliquer à tout le monde demain. Elle a sangloté, affirmant que Julien ne me permettrait pas de l'humilier ainsi. J'ai trouvé cela absolument risible. J'allais montrer à la famille Beaumont que toute leur façade de prestige n'était tenue que par ma tolérance. Le lendemain, une réunion familiale formelle a été convoquée. Éléonore avait convoqué les aînés dans le but d'utiliser leur nombre pour me faire pression. Elle était assise rigidement à côté de la tête de table. Chloé, les yeux rouges et gonflés, se tenait derrière elle. Julien s'est levé pour me saluer, mais je l'ai dépassé et j'ai pris ma place. Éléonore m'a poussé le projet de condition de divorce, déclarant que je ne prendrais rien de la famille Beaumont. Les termes exigeaient que je renonce à tout droit de demander un remboursement financier, que j'admette avoir blessé Chloé et que j'adresse des excuses publiques. Après l'avoir lu, je l'ai posé et j'ai noté sarcastiquement qu'elle avait oublié d'ajouter une clause me forçant à ramper à genoux. Des halètements ont résonné dans la pièce. Éléonore, le visage un masque de fureur de fer, m'a réprimandé pour mon ton sarcastique. J'ai sorti ma propre pile de documents préparés de mon sac et je les ai poussés au centre de la table. Condition 1. La famille Beaumont doit rembourser les 550 000 € que j'ai payés de ma poche. Condition 2. Éléonore doit restituer les 250 000 € qu'elle a acquis sous de fausses excuses. Condition 3. Chloé Dubois doit restituer tous les fonds détournés et présenter des excuses écrites formelles pour diffamation. J'ai calmement énoncé la 4e condition. J'ai exigé un divorce, une division équitable des biens matrimoniaux et la résiliation immédiate de mon contrat de gestion de domaine.
La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le thé être versé. L'air était palpable. Éléonore a frappé la table de sa main et a rugi, m'accusant de rêver. Je l'ai regardée avec un calme parfait et j'ai répondu, « Alors, on se verra au tribunal. » Son visage a violemment changé de couleur. On clairement appris les listes détaillées, son silence s'approfondissant à mesure qu'il lisait. Les proches ont penché la tête pour examiner les papiers. Et soudain, personne n'a osé m'accuser de faire une scène. Les chiffres ne pleurent pas, et ils ne jouent pas les victimes. Ils ne font qu'énoncer des faits. Chloé n'a plus pu se retenir. Elle a gémi qu'elle n'était qu'une assistante et que c'était une somme d'argent énorme pour elle. Je l'ai immédiatement coupée, lui rappelant qu'elle n'agissait pas beaucoup comme une assistante lorsqu'elle me giflait. Elle est devenue instantanément pâle. Julien a murmuré de la faire taire. Provoquée, Chloé a hurlé qu'elle n'avait fait tout cela que pour aider Julien. Elle a affirmé que pendant 3 ans, j'avais été froide, que lorsque Julien rentrait à la maison, c'était comme retourner au bureau et que je ne me souciais pas du tout de lui. Alors que ces mots s'abattaient dans la pièce, tous les regards se sont fixés sur Julien. Son visage était sombre. Il a exigé de savoir qui lui avait donné la permission de dire de telles choses. Chloé a rétorqué en pleurant que c'était la vérité et qu'il voulait vérifier si je m'en souciais vraiment. Julien s'est levé d'un bond et lui a ordonné de se taire, sa voix terrifiante et profonde. Chloé a tressailli violemment. J'étais assise là, même privée de l'énergie d'être sarcastique. Il s'est avéré que ma supposition était entièrement correcte. Il utilisait vraiment cette méthode pour me tester. Un cadre très réussi dans la trentaine se livrait à une étrangère pour piétiner nos vies, attendant que je perde la tête et que je me batte pour le territoire juste pour prouver que je l'aimais. Mais ce n'était pas que je ne m'en souciais pas. Je m'en souciais tellement que je sacrifiais continuellement mes propres limites pour préserver sa dignité. J'ai levé les yeux et je lui ai demandé si c'était vrai. Ses yeux ont esquissé une panique alors qu'il niait vouloir me faire du mal. Je l'ai pressé, lui demandant s'il l'avait utilisé pour me tester. Son silence était la seule réponse dont j'avais besoin. J'ai hoché la tête, j'ai dit d'accord, j'ai pris un stylo et j'ai ajouté une 5e condition au bas du document de clôture. Il doit admettre l'infidélité émotionnelle et avoir permis à une tierce partie de franchir les limites matrimoniales, entraînant la rupture irrémédiable du mariage. Julien est devenu livide et a appelé mon nom. J'ai laissé tomber le stylo et je lui ai dit que le choix était le sien. Furieuse au point d'un rire amer, Éléonore m'a accusé de manger la nourriture des Beaumont et de vivre sous un toit Beaumont, seulement pour mordre la main qui me nourrissait. J'ai tourné à la toute dernière page du grand livre et je lui ai demandé qui nourrissait qui exactement. Au cours des 3 dernières années, l'allocation mensuelle de 12 000 € virée au compte du domaine depuis mon fonds personnel était restée intacte. Si elle voulait prétendre que je vivais aux dépens des Beaumont, nous pouvions examiner chaque ligne ici et maintenant. Éléonore est restée sans voix. Chloé a recommencé à pleurer, m'accusant d'être agressive et impitoyable. J'ai lancé un regard glacial à Chloé et je l'ai informée que si j'étais vraiment agressive, elle n'aurait même pas le droit d'être assise dans cette pièce en ce moment. Mes mots l'ont clouée sur place. Julien a massé ses tempes, sa voix horriblement rauque, me suppliant de retarder les procédures de divorce. Je l'ai regardé et j'ai rejeté sa supplique avec une finalité absolue. Quand il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit que la réalité était absurde. Je refusais de m'asseoir à une table où je pouvais être giflée à tout moment, attendant qu'il joue au juge pour savoir qui souffrait le plus entre moi et une autre femme. L'expression de son visage semblait comme si quelque chose de vital venait d'être arraché de lui. La réunion n'a donné aucun résultat immédiat. Personne n'était prêt à céder un pouce. Éléonore a refusé de payer, Chloé a refusé de s'excuser et Julien a refusé de divorcer. Je n'ai pas été surprise. J'ai rangé mes documents et je me suis levée pour partir. Juste au moment où j'atteignais la porte, un cri frénétique a éclaté derrière moi. Je me suis retournée pour voir Éléonore serrant son estomac, son visage blanc crayeux, s'effondrant sur sa chaise. Chloé a été la première à se précipiter, criant et pleurant, demandant si je l'avais mise en colère au point de provoquer une urgence médicale. Encore une fois, tous les regards dans la pièce se sont plantés en moi comme des couteaux.
Je me suis tenue près de la porte, immobile, regardant le chaos avec un détachement froid. Julien tenait sa mère, lui demandant avec urgence où étaient ses médicaments. C'était absolument absurde. Quand il me forçait à partir les mains vides, il se souvenait que je n'étais pas une Beaumont. Maintenant qu'elle s'effondrait, il se souvenait soudainement que j'étais celle qui gérait ses soins de santé. Je l'ai calmement informé que j'avais téléchargé le dossier médical dans le groupe de discussion familiale 3 fois. Julien s'est figé. Chloé, à travers ses larmes, m'a accusé d'être mesquine et calculatrice en période de crise. J'ai regardé Chloé et je lui ai renvoyé ses propres mots. N'avait-elle pas dit qu'elle allait apprendre les règles des Beaumont ? Je me suis retournée et je suis sortie par la porte, lui disant qu'elle pourrait commencer par apprendre à localiser l'armoire à pharmacie. Après qu'Éléonore ait été transportée d'urgence à l'hôpital, Julien m'a quand même appelé. En l'écoutant dire que sa mère était aux urgences, j'ai répondu d'un ton neutre, « Je sais ». Il a dit que les médecins posaient des questions sur son régime alimentaire, mais que Chloé ne pouvait articuler aucun détail. Debout devant l'entrée de l'hôpital, j'ai jeté un coup d'œil à l'aile des urgences et je lui ai dit que j'étais arrivée. La ligne est restée silencieuse un instant, mais je ne revenais pas par gentillesse pour jouer les infirmières. J'étais là pour tracer une ligne de responsabilité définitive. Devant les urgences, la famille Beaumont formait un cercle tendu et oppressant. Chloé se tenait à côté de Julien, le visage pâle, pleurant dès qu'elle m'a vue. Elle a sangloté, me blâmant d'avoir géré ces choses par le passé, mais d'avoir omis de la briefer sur les restrictions alimentaires. Cousine Valérie a froncé les sourcils, me réprimandant de jouer avec la vie d'une aînée. J'ai regardé Valérie et je lui ai demandé si elle était absolument certaine que je n'avais jamais transmis l'information. Alors qu'elle s'étranglait avec ces mots, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Il y a 3 mois, la première fois que Chloé avait accompagné Éléonore à dîner, j'avais posté une liste très détaillée des restrictions alimentaires et des horaires de médicaments. J'ai tendu mon téléphone au médecin traitant, décrivant la condition, l'emplacement des médicaments et son numéro d'identification de patiente. Le médecin a examiné et a confirmé que la liste était incroyablement exhaustive. Le visage de Chloé est devenu encore plus blanc. J'ai ensuite ouvert un fil de discussion spécifique. C'était une preuve irréfutable. Le jour où j'avais posté la liste, Éléonore avait répondu avec agacement, et Julien avait répondu, reçu. Même Chloé elle-même avait répondu. J'ai fixé l'écran montrant son message, merci, Madame Beaumont. Je mémoriserai ceci. J'ai levé les yeux vers Chloé et je lui ai demandé si elle l'avait réellement mémorisé. Ses lèvres ont tremblé alors qu'elle affirmait qu'elle était juste trop occupée. J'ai ouvert une autre photo. C'était une image de la note de restriction alimentaire normalement aimantée au réfrigérateur de la cuisine du domaine. Marthe avait déclaré que la note était là hier, mais qu'elle avait été arrachée aujourd'hui. Chloé a frénétiquement essayé d'expliquer, affirmant qu'elle voulait juste que la cuisine ait l'air plus organisée. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai souligné qu'elle avait arraché la liste des allergies, puis avait commandé une bisque de fruits de mer. Julien a fermé les yeux, s'est retourné et a exigé de savoir qui avait commandé la soupe. Chloé a pleuré qu'Éléonore voulait quelque chose de riche et qu'elle ne savait pas que les fruits de mer étaient interdits. J'ai froidement déclaré qu'un manque d'intention n'équivalait pas à un manque de responsabilité. Le médecin est sorti des urgences, annonçant que la patiente était stabilisée. Il a fermement ordonné à la famille de surveiller son régime alimentaire et d'arrêter de lui donner des aliments déclencheurs restreints. Quand Éléonore a été transportée, son teint était cendré. En me voyant, ses yeux se sont remplis d'émotions compliquées, mais elle a rapidement tourné la tête et a exigé de savoir pourquoi j'étais venue. Je lui ai dit que j'étais venue prouver que ce n'était pas moi qui essayais de la tuer. Chloé s'est effondrée à genoux près du lit d'hôpital, pleurant et s'excusant, disant que c'était de sa faute. Éléonore lui a faiblement tapoté la main, disant qu'elle ne la blâmait pas, notant qu'après tout, elle n'était pas de la famille. J'ai laissé échapper un rire, trouvant la déclaration incroyablement riche car il était parfaitement acceptable pour une personne non familiale d'être ignorante. Ce qui lui donnait le droit de me gifler et de m'accuser de manquer de manière ? Je n'ai pas discuté.
J'ai sorti des copies imprimées du manifeste de passation de soins infirmiers formels de mon sac. J'ai expliqué qu'il détaillait les médicaments quotidiens de ma belle-mère et les horaires des rendez-vous de suivi. J'avais imprimé 3 copies. Julien a tendu la main pour me les prendre, mais je les ai posées sur la table de chevet à la place. J'ai annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, je démissionnais officiellement de toutes les fonctions de soins infirmiers. Il pouvait embaucher une aide professionnelle ou laisser mademoiselle Dubois démontrer sa piété filiale. Éléonore a immédiatement paniqué, me maudissant de me laver les mains d'elle avant même qu'elle ne soit morte. Je lui ai rappelé ce qu'elle venait de dire, mademoiselle Dubois n'est pas de la famille, il est donc normal qu'elle ne sache pas. J'ai fait une pause, puis je l'ai informé que moi aussi, j'allais bientôt ne plus être de la famille. Julien m'a exhorté à voix basse de ne pas parler ainsi dans un hôpital. Je l'ai fait taire d'un regard. Tante Béatrice a parlé doucement, se souvenant à quel point j'étais méticuleuse, mentionnant la fois où j'avais spécialement cherché un thé blanc rare pour elle. Oncle Armand s'est également éclairci la gorge, évoquant les toniques à base de plantes personnalisées que je lui préparais. Oncle Armand a ensuite tourné son regard vers Éléonore. C'est seulement à ce moment précis que les proches ont réalisé que tous ces gestes attentionnés n'avaient jamais été orchestrés par Éléonore ou Julien. J'ai vu le visage d'Éléonore se tordre en quelque chose d'incroyablement laid. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais un violent spasme de douleur à l'estomac a supprimé tout mot qui lui restait. Chloé s'est soudainement levée, oscillant légèrement, et s'est lancée dans une défense. Elle a pleuré que quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais aussi bien que l'épouse. Elle a affirmé qu'elle voulait seulement partager une partie du lourd fardeau de Julien. Elle a ajouté qu'elle n'était tout simplement pas aussi habile à acheter la loyauté des gens que moi. Chaque mot était une retraite calculée pour gagner la sympathie. Je l'ai regardé froidement, lui disant que prendre soin des aînés était un devoir fondamental, pas une tactique pour acheter la loyauté. J'ai pris le lourd manifeste de soins infirmiers. Je lui ai dit que c'était ce qu'elle appelait acheter la loyauté, mémoriser exactement ce qu'Éléonore ne pouvait pas manger, rester éveillée d'innombrables nuits, gérer son personnel infirmier privé, refuser de discuter lorsqu'elle faisait des crises de colère, et coordonner ses spécialistes après avoir été dit que je n'étais jamais assez bien. J'ai laissé tomber le manifeste sur la table, disant à Chloé que si elle voulait voler ses devoirs, elle était plus que bienvenue. Cette fois, Chloé n'a pas pu produire une seule larme. Julien m'a regardé, et pour la première fois, ses yeux contenaient une agonie claire et indéniable. Il a demandé pourquoi j'avais enduré tant de douleurs au cours des 3 dernières années et n'avais jamais dit un mot. J'ai ressenti un épuisement profond. Je lui ai dit que c'était parce que j'avais parlé, mais qu'il n'avait simplement jamais écouté. Il avait l'air d'avoir été cloué au sol, incapable de bouger d'un seul pouce. Quand j'ai quitté l'hôpital, Julien m'a poursuivi jusqu'aux ascenseurs, insistant pour me raccompagner. Je l'ai catégoriquement rejeté, appuyant sur le bouton d'appel. Sa voix était brisée alors qu'il me suppliait de rentrer à la maison quelques jours, disant que la maison était tombée dans le chaos total avec sa mère dans cet état. Je l'ai regardé, soulignant l'absurdité du fait que même maintenant, il voulait toujours que je revienne juste pour nettoyer le désordre. Il a frénétiquement essayé d'expliquer que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Désespéré de sauver quelque chose. J'ai prononcé ses véritables intentions pour lui. Il voulait juste que je retourne à trier parfaitement les pilules, apaiser les proches, choyer sa mère et réparer chaque désastre que Chloé Dubois avait causé, tout cela pour qu'il puisse attendre la prochaine fois que Chloé se lèverait pour m'accuser à juste titre de manquer de manière. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entrée sans une seconde d'hésitation. Julien se tenait dehors et a soudainement dit doucement qu'il avait tort. C'était la première fois qu'il me disait ces mots, mais je sentais seulement qu'il était bien trop tard. Je l'ai regardé calmement et je lui ai dit que son erreur n'était pas seulement celle d'aujourd'hui. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient lentement, j'ai prononcé mes derniers mots. Sa véritable erreur était de croire que je ne partirais jamais. J'ai emménagé dans le petit appartement de Montmartre que ma mère m'avait laissé. C'était un modeste 2 chambres, et de la fenêtre, je pouvais voir une rangée de platanes. Il n'y avait pas de lourds meubles en acajou ici, pas d'appel téléphonique frénétique d'une belle-mère, et absolument aucune trace de Julien rentrant tard le soir, son manteau sentant l'alcool et un parfum inconnu.
Cette première nuit, j'ai dormi 8 heures d'affilée. Quand je me suis réveillée, la lumière du matin inondait parfaitement la couette. J'ai soudain réalisé que lorsque vous arrêtez d'attendre que quelqu'un rentre à la maison, même l'air que vous respirez est plus léger. À 10 heures, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. C'était Julien. Il portait le même pardessus noir que la veille, des cernes sombres sous les yeux. Il avait l'air de n'avoir pas dormi du tout. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai simplement demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il a brandi un sac de pharmacie, disant que le médecin lui avait dit qu'il devait changer mon pansement sur le visage. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai détourné le regard, l'informant que c'était déjà guéri et qu'il était inopportun pour lui d'entrer. Ses doigts se sont raidis. Ce changement de limite le rendait clairement incroyablement mal à l'aise et désorienté. Il a plaidé pour une chance de parler. J'ai juste pointé le café en bas de la rue. Il a jeté un long regard dans l'appartement, un endroit qui aurait pu être une extension de notre maison, mais dont il était maintenant interdit d'entrer. 10 minutes plus tard, nous étions assis à une table près de la fenêtre dans le café. J'ai commandé un verre d'eau tiède tandis que Julien n'a rien commandé. Il a glissé un document sur la table, déclarant qu'il ferait organiser le remboursement des dettes par son équipe financière. J'ai hoché la tête calmement en signe d'accord. Il m'a regardé, promettant qu'il irait raisonner la famille de sa mère. Je l'ai corrigé. Il ne s'agissait pas de raisonner. Il s'agissait de rembourser une dette. Il a fermé les yeux et a finalement concédé que oui, il s'agissait de payer une dette. J'ai sorti un deuxième document, l'accord de divorce, et je lui ai dit de le revoir. Son visage a radicalement changé, déclarant qu'il n'était pas venu ici aujourd'hui pour discuter de cela. J'ai répondu froidement que c'était la seule chose dont je discutais aujourd'hui. Il a fixé l'accord, les veines sur le dos de ses mains saillantes. Il a demandé si je devais vraiment pousser les choses à cet extrême. Je lui ai demandé ce qu'il considérait comme extrême. Il m'a accusé d'utiliser tout ce qui s'était passé comme excuse pour forcer un divorce. Je l'ai regardé, trouvant soudain la situation entière spectaculairement absurde. J'avais été giflé par son assistante, sous la pression de sa mère pour partir les mains vides, et utilisé comme un pion dans ses tests de loyauté tordus. Sa famille refusait de reconnaître l'hémorragie financière qu'il m'avait infligée. Pourtant, il m'accusait de forcer le divorce. Sa voix est tombée, admettant qu'il avait terriblement géré les choses, mais insistant sur le fait qu'il n'avait jamais voulu divorcer. Je lui ai dit que c'était parce que le divorce le dérangerait, alors que subir le mariage me détruisait activement. Il a pâli, restant assis en silence pendant longtemps avant de finalement admettre sa faute. Il a dit que lorsque Chloé avait été embauchée pour la première fois, elle était très capable et expressive émotionnellement, alors que j'étais toujours trop calme. Peu importe à quelle heure il rentrait à la maison, je lui demandais seulement s'il avait mangé ou s'il avait eu des vers d'affaires, ne faisant jamais de scène. Il a offert un sourire amer, disant qu'il se demandait parfois sincèrement si je l'aimais encore. Je l'ai regardé et j'ai exigé de savoir si c'était pour cela qu'il avait fait entrer une autre femme dans nos vies pour le tester. Il a serré sa tasse fermement, arguant qu'il n'avait jamais eu l'intention que les choses aillent aussi loin. Je lui ai dit, bien sûr que non. Il a simplement apprécié la sensation d'être le centre de gravité. Il a apprécié ma perte de contrôle lorsque j'étais blessé, et il s'est délecté du fantasme de 2 femmes se faisant la guerre pour lui. Sa tête s'est levée brusquement, niant farouchement qu'il était ce genre d'homme. Je lui ai arraché ses illusions. Je lui ai dit qu'il croyait que tant qu'il ne trichait pas physiquement, toute ambiguïté émotionnelle était pardonnable. Il croyait que parce qu'il ne m'avait jamais insulté verbalement, rester les bras croisés pendant que d'autres me faisaient du mal n'était pas un crime. Il a confondu l'endurance tranquille d'une femme avec de la froideur et son maintien de la dignité avec de l'apathie. Voyant son visage devenir cendré et gris, je lui ai poussé les papiers de divorce plus près et je lui ai dit de signer. Il a fixé les papiers et a catégoriquement refusé. Je n'ai pas été surprise. Je lui ai dit que nous allions entamer un procès. La panique a éclaté dans ses yeux alors qu'il demandait si je refusais vraiment de lui donner ne serait-ce qu'une seule chance. J'ai baissé les yeux sur mon annulaire. La légère empreinte de 3 ans de mariage était toujours là.
La douleur et la réticence étaient toujours réelles. Mais cela ne signifiait pas que j'allais faire demi-tour. J'ai levé les yeux et je lui ai dit que la raison pour laquelle je fermais la porte n'était pas parce que Chloé m'avait giflé. C'était parce que sa première réaction avait été de me demander pourquoi je l'avais frappé en retour. Au lieu de me demander si j'étais blessée par ses mots, ses yeux étaient en fait devenus rouges. Mais je n'étais plus capable de m'adoucir juste parce qu'il avait l'air triste. Je me suis levée, l'informant que mes avocats enverraient la requête de divorce initial d'ici la fin de la journée. S'ils ne la signaient pas, nous procéderions au litige. Au moment où je suis sortie du café, mon téléphone a vibré. Le groupe de discussion familiale avait explosé. Chloé avait posté une capture d'écran montrant Éléonore me virant 18 000 €. Sa légende m'accusait sarcastiquement de jouer la victime tout en prenant activement l'argent de la famille, qualifiant mes talents d'actrice de première classe. Le chat est devenu chaotique. Certains m'ont demandé si mon audit agressif n'était qu'un prétexte pour prendre des pots de vin moi-même. Je me suis arrêtée sur le trottoir. Julien, qui m'avait suivi, a vu les messages aussi. Son visage s'est assombri, et il a immédiatement composé le numéro de Chloé. J'ai tendu la main et j'ai abaissé son téléphone. Je lui ai dit de ne pas paniquer. J'ai ouvert ma galerie de photos et j'ai affiché l'historique complet des transactions pour ce montant spécifique. Le jour même où l'argent avait été viré, je l'avais divisé en 3 virements sortants. Les mémos étaient limpides: paiement pour un médecin spécialiste, entretien du domaine et déficit de frais de scolarité d'un cousin. J'ai téléchargé l'historique complet du grand livre et les 3 confirmations de virements sortants dans le groupe de discussion, joignant un message conseillant à Mademoiselle Dubois d'apprendre à lire un bilan avant de sortir les choses de leur contexte. Le chat est resté silencieux pendant 15 secondes. Puis, oncle Armand et cousine Valérie ont confirmé consécutivement la réception de ces fonds exacts. Chloé a disparu du chat. Le visage de Julien était sombre de fureur alors qu'il murmurait, se demandant comment elle avait obtenu ces captures d'écran. Je l'ai regardé et j'ai dit, ne devrait-il pas se poser la question ? En voyant son visage s'affaisser davantage, je lui ai dit que maintenant que je le quittais, je n'avais besoin que de clarifier mes grands livres financiers, pas mes sentiments. Il a tranquillement promis qu'il s'en occuperait. J'ai secoué la tête et j'ai rejeté son offre, déclarant que cette fois, je m'en occuperais moi-même. Je n'étais pas initialement invitée au dîner d'anniversaire d'oncle Armand. Il m'a personnellement appelé, me demandant de venir et de clarifier les dossiers financiers en face à face. Je savais qu'il avait simplement réalisé l'énorme trou noir financier au sein de la famille Beaumont, mais cela me suffisait. Je n'avais besoin de personne pour défendre ma cause. J'avais seulement besoin qu'il soit prêt à regarder les preuves. Le dîner a eu lieu au domaine. Oncle Armand a pris la place d'honneur. Éléonore avait l'air furieuse, mais n'osait pas parler. Chloé, vêtue de manière conservatrice, se tenait tranquillement derrière Julien, ayant apparemment appris sa leçon sur le fait de se mettre en avant. Mais je savais qu'elle n'allait pas se rendre facilement. Quand je suis entrée, tous les regards se sont posés sur moi. Je ne portais pas de robe de soirée. Je portais une simple robe noire et je tenais une vieille mallette en cuir contenant les grands livres complets. Quand Chloé a vu la mallette, ses doigts ont visiblement tressailli. Alors que le dîner commençait, Éléonore a immédiatement levé sa tasse de thé, m'avertissant de ne pas faire de scène aujourd'hui. Avant que je ne puisse parler, oncle Armand a posé son verre et a déclaré qu'il n'y aurait pas de scène, mais que les comptes seraient examinés. Le visage d'Éléonore s'est figé. Je sentais le regard pesant d'oncle Armand reposer sur moi. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance, dézippant la mallette en cuir et étalant les dossiers sur la table un par un. Il n'y avait pas de projecteur ou de démonstration dramatique, juste du papier, des timbres bancaires, des codes de virement bancaire et des factures manuscrites. Parfois, la preuve la plus silencieuse est la plus terrifiante. J'ai commencé par les prêts familiaux, qui a emprunté combien, quand ils l'ont emprunté, quand ils ont promis de rembourser, et l'absence de tout remboursement. J'ai tout exposé avec une clarté absolue. Cousine Valérie a lu et a rougi, murmurant qu'il ne savait vraiment pas que c'était mon argent personnel. Elle a promis de virer la moitié de sa dette de 25 000 € d'ici la semaine prochaine. La branche de tante Béatrice a rapidement emboîté le pas,
reconnaissant les paiements de frais de scolarité. L'atmosphère dans la pièce a changé. Une fois qu'ils ont réalisé que chaque ligne était indiscutable, ils sont devenus terrifiés à l'idée d'être étiquetés comme des parasites. Ensuite, j'ai produit les relevés des demandes de liquidité privée d'Éléonore. Éléonore ne pouvait plus rester assise. Elle a exigé de savoir si j'étais déterminée à l'humilier aujourd'hui. Je l'ai regardée avec un calme parfait et je lui ai rappelé que lorsqu'elle avait essayé de me forcer à partir les mains vides, elle ne s'inquiétait certainement pas de m'humilier. Elle s'est étranglée, son visage pâlissant. J'ai ensuite affiché l'historique des messages concernant la robe de fiançailles de la cousine, les 10 000 € qui avaient en fait payé la robe de gala de Chloé. Éléonore a immédiatement levé les yeux et a prétendu l'ignorance. J'ai hoché la tête et j'ai demandé si elle savait qu'il avait réellement payé. Elle est restée instantanément sans voix. J'ai continué à énumérer ses péchés, porter la robe de quelqu'un d'autre pour se tenir à côté de mon mari pour des photos mondaines. Ne connaissant rien des règles des Beaumont, mais ayant l'audace de me gifler lors d'un dîner au domaine, ignorante des allergies graves d'une belle-mère, mais prenant avidement en charge ses soins de santé. Je lui ai demandé si toute sa stratégie de vie était de plaider l'ignorance et de forcer tout le monde à assumer la responsabilité de ses actes. Quelqu'un n'a pas pu retenir un léger rire étouffé. Le visage de Chloé a viré au cramoisi. Julien lui a tranquillement ordonné de s'excuser. Elle a tourné la tête vers lui, criant son nom. Sa voix est devenue plus froide, répétant l'ordre de s'excuser. Les larmes de Chloé ont coulé immédiatement. Elle a sangloté, me disant qu'elle était désolée. Je l'ai regardée froidement et j'ai demandé pour quelle offense spécifique elle s'excusait. En voyant ses lèvres trembler, j'ai énuméré ses crimes un par un, m'avoir giflé, avoir commis une fraude de fournisseur, avoir malicieusement falsifié des captures d'écran pour me faire accuser de vol, avoir arraché des instructions médicales critiques et m'avoir physiquement bloqué de la chapelle familiale. Elle a pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Oncle Armand a froncé les sourcils profondément, exigeant que la fraude de fournisseur soit expliquée immédiatement. J'ai sorti les reçus manuscrits des fournisseurs. Marthe s'est avancée comme témoin. Elle a réitéré que le domaine avait des fournisseurs fixes, mais que lorsque Chloé avait pris le relais, les prix avaient monté en flèche. Le caviar beluga était devenu du long bon marché. Les quantités de truffes avaient été réduites de moitié, et les 20 millésimés avaient été échangés contre des marques inférieures. La destination de la différence de prix était un mystère. Oncle Armand a exigé de savoir sur quel compte la différence avait été déposée. Chloé a frénétiquement secoué la tête, affirmant qu'elle avait simplement acheminé l'argent par un intermédiaire. J'ai fait glisser le bordereau de dépôt bancaire personnel sur la table. Le bénéficiaire était Chloé Dubois. Cette fois, même ses faux pleurs se sont arrêtés net. Julien a arraché le bordereau, son visage devenant effrayamment froid. Il a ordonné à Chloé de s'expliquer. Elle a attrapé sa manche, sanglotant qu'elle avait une urgence familiale et qu'elle avait juste besoin d'un prêt temporaire, jurant qu'elle avait l'intention de le rembourser et n'essayait pas d'escroquer les Beaumont. Oncle Armand a laissé échapper un rire aigu et moqueur. C'était une accusation d'une précision perçante. Il n'escroquait pas la famille Beaumont. Il m'escroquait spécifiquement moi, la garante ultime. Parce qu'au final, tout déficit était toujours discrètement couvert par mes comptes. Chloé a baissé la tête, ses épaules tremblant violemment. Mais en regardant cela, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Je n'ai ressenti qu'un profond sentiment d'ironie. Tout le monde avait toujours su que j'étais le filet de sécurité, la folle de la famille prête à payer le prix de leur prestige. C'était un secret non dit. Ce n'est que maintenant, quand le scandale a éclaté, qu'ils ont finalement été forcés de le reconnaître. Éléonore a essayé de la protéger une dernière fois, minimisant cela comme une petite affaire de quelques milliers d'euros causée par une folie juvénile. J'ai jeté à ma belle-mère un regard glacial et j'ai suggéré que si elle trouvait la somme si insignifiante, elle pourrait personnellement me rembourser les fonds détournés de Chloé. Éléonore a claqué sa bouche. Oncle Armand a claqué la facture sur la table, déclarant qu'une personne aux mains sales ne pouvait pas être gardée. Il a averti sa belle-sœur que si quelqu'un osait détourner du budget traiteur aujourd'hui, il falsifierait le trust du domaine demain.
Le visage d'Éléonore était un masque laid de défaite. Mais Chloé a soudainement craqué. Elle a crié à travers ses larmes que c'était la famille qui l'avait entraînée là-dedans. Elle s'est tournée vers Julien, l'accusant de se plaindre que j'étais trop froide, lui disant de passer plus de temps à discuter avec sa mère et l'encourageant à apprendre les règles des Beaumont. Elle a hurlé que c'était Julien qui lui avait personnellement assuré que je ne m'en soucierais pas, ce qui l'avait enhardi à repousser les limites pas à pas. Le visage de Julien s'est vidé de toute couleur alors qu'il affirmait qu'il ne lui avait jamais permis de dépasser la limite à ce point. Chloé, dans un état de désespoir absolu, a énuméré chaque instance de sa complicité silencieuse. Répondre à son téléphone, acheter ses vêtements, se joindre à ses dîners, arranger le plan de table du domaine, il ne lui a jamais dit non une seule fois. Elle a souligné que même quand je me suis finalement levée au gala, il n'a pas immédiatement défendu sa véritable épouse. Quand sa dernière phrase est tombée, un silence de mort a saisi la salle à manger. Chaque regard était comme une lame pointée directement sur Julien. Son teint est devenu blanc crayeux. Je suis restée assise, le regardant avec un calme total. C'était la véritable dette pourrie qui devait être réglée aujourd'hui. Il ne s'agissait jamais seulement d'argent. C'était son indulgence sans borne et lâche qui avait personnellement cultivé cette farce grotesque. Julien m'a regardé, ses lèvres tremblantes alors qu'il m'appelait par mon nom. Je n'ai même pas pris la peine de lui accorder un regard en retour. Son maquillage ruiné, Chloé a amèrement exposé la vérité. La seule raison pour laquelle il la jetait sous le bus maintenant était que j'avais produit les grands livres financiers. Elle a parlé avec une honnêteté désespérée et laide. Si je n'avais pas audité les comptes, elle serait toujours la procuratrice favorite de Monsieur Beaumont. La fierté d'Éléonore était entièrement brisée. Oncle Armand a parlé d'une voix lourde, exigeant que Julien me donne une résolution appropriée. Julien a fermé les yeux. Quand il les a ouverts, il a annoncé publiquement la résiliation immédiate de l'emploi de Chloé et a exigé qu'elle rembourse les fonds détournés dans les 3 jours. Chloé s'est effondrée comme si ses os avaient été retirés, le suppliant de ne pas être si impitoyable. Mais il ne l'a plus jamais regardée. Il s'est tourné vers moi et s'est excusé. C'était la 2e fois qu'il disait qu'il était désolé, et la première fois qu'il admettait ses fautes devant toute la famille élargie, mais mon cœur était déjà une mer morte. J'ai rangé le grand livre et j'ai répondu d'un ton plat, les excuses sont notées. Veuillez signer les papiers de divorce définitif dès que possible. La brève lueur d'espoir dans ses yeux s'est instantanément éteinte. Après la conclusion du dîner, il a laissé Chloé seule dans le hall principal. J'étais prête à partir, mais oncle Armand m'a demandé de rester. J'ai compris son intention sous-jacente. Si la cause première n'était pas abordée publiquement, la famille Beaumont finirait par blâmer tout le fiasco sur une assistante rebelle. Alors, je me suis rassis, observant ce règlement sévèrement retardé avec un détachement froid, attendant une véritable conclusion. Seuls les aînés principaux sont restés dans la pièce. Chloé se tenait au centre, le visage d'une pâleur fantomatique. Éléonore a essayé d'intervenir, mais oncle Armand lui a ordonné avec force de se taire. Éléonore a tremblé de rage, mais n'a pas osé parler. Julien a fixé Chloé, lançant son interrogatoire. Il lui a demandé si elle se souvenait qu'on lui avait explicitement dit, lors de son embauche, que les affaires domestiques de la famille Beaumont ne la regardaient en rien. Chloé a pleuré et a secoué la tête, admettant qu'elle l'avait entendu, mais a soutenu qu'il avait aussi dit que sa femme ne se souciait pas de ces choses. L'expression de Julien s'est figée instantanément. Assise à proximité, j'ai légèrement tracé le bord de ma tasse de thé. Chloé a semblé jeter toute prudence au vent, répétant toutes les choses que Julien lui avait confiées sur le fait que je ne me mettais jamais en colère ni ne jalousais. Elle a rappelé qu'il avait dit que j'étais aussi plate émotionnellement qu'une étrangère, et que si je m'en souciais vraiment, je montrerais une réaction. Julien était violemment pâle. Éléonore n'a pas pu s'empêcher de demander s'il avait vraiment dit ces choses. Son silence était un aveu. Oncle Armand a ricané, se moquant d'un homme dans la trentaine qui jouait à des jeux d'esprit de lycéen avec sa propre femme. Julien a murmuré qu'il ne s'attendait jamais à ce que cela tourne ainsi. J'ai soudainement pris la parole, perçant son égoïsme. Je lui ai dit que la raison pour laquelle il ne s'attendait pas à ce résultat était qu'il n'avait jamais pris ma douleur en compte dans l'équation.
Tout le monde m'a regardé. J'ai gardé mes yeux sur Julien, détaillant exactement comment il avait normalisé le dépassement de limites de Chloé comme des affaires triviales. Que ce soit répondre à son téléphone, l'accompagner à des événements, acheter ses vêtements ou arranger le plan de table familial, à ses yeux, tout n'était que travail et commodité inoffensive. Ce n'est que lorsque Chloé m'a physiquement frappé qu'il a finalement réalisé que le jeu avait dégénéré. La pomme d'Adam de Julien a tressauté alors qu'il s'étranglait pour s'excuser. J'ai secoué la tête, lui disant qu'une excuse n'efface pas le processus. Chloé a soudainement relevé la tête, lançant une exigence perçante. Méritait-elle d'être utilisée comme un simple accessoire ? Remplie de ressentiment, elle a soutenu que si elle n'avait pas été autorisée à s'approcher en premier lieu, elle n'aurait jamais mal compris sa position. En regardant sa colère amère, je me suis dit, la personne qui franchit la limite est méprisable, mais celle qui lui ouvre la porte est pire. Après un long silence, Julien a déclaré qu'il assumerait la responsabilité, mais il a également souligné que ses actions malveillantes étaient ses propres choix. Chloé s'est effondrée sur une chaise, pleurant qu'elle voulait seulement rester à ses côtés. Je lui ai demandé d'un ton glacial, et cela nécessitait de me gifler ? Elle m'a fusillé du regard avec haine, affirmant en fait que c'était parce que j'accaparais la position de Madame Beaumont. Je me suis levée et je me suis dirigée vers elle. Je n'ai pas levé la main. Je me suis simplement tenue à l'endroit exact où elle m'avait giflé. Je lui ai ordonné de répéter l'insulte qu'elle m'avait lancée sur le fait de n'avoir aucune manière, ici même devant toute la famille Beaumont. Elle s'est figée, ses lèvres tremblantes, entièrement incapable de forcer un seul mot à sortir. Je lui ai dit qu'elle n'osait pas le dire parce qu'elle comprenait enfin que les règles ne sont pas dictées par celui qui crie le plus fort ou pleure le plus. Sur ce, j'ai levé la main et j'ai pointé la tête de table, le symbole absolu de l'autorité et du devoir. Je lui ai dit que je m'asseyais sur ce siège parce que j'en portais le poids. Si elle voulait s'asseoir là, elle était la bienvenue. Mais d'abord, elle devrait porter 3 ans de comptes audités, 3 ans de gestion médicale, 3 ans d'exécution impeccable de gala de domaine et 3 ans d'humiliation silencieuse. Chloé s'est effondrée complètement, criant qu'elle ne le voulait pas, qu'elle ne s'en souciait plus. J'ai donné un léger signe d'approbation. De mon sac, j'ai sorti 2 documents juridiques. Mon ton était parfaitement calme alors que je l'informais que le premier était une mise en demeure et un avis d'intention de poursuivre pour diffamation rédigé par mes avocats. Je l'ai regardé, continuant à déclarer que j'avais conservé toutes les captures d'écran de son Instagram et du groupe de discussion familiale. Chloé a relevé la tête brusquement, les yeux écarquillés d'incrédulité, demandant si j'allais réellement la poursuivre. Maintenant le contact visuel, je lui ai donné un oui définitif. Elle a frénétiquement essayé de se défendre, soulignant que je l'avais frappée en retour. J'ai ouvertement admis avoir riposté, mon regard ne la quittant jamais. Je lui ai dit qu'elle avait porté le premier coup et qu'il y avait plus d'une douzaine de témoins, Marthe, le personnel de cuisine et les proches. Nous laisserions la loi décider comment cela était classé. Elle était entièrement paniquée, tournant la tête vers Julien, pleurant et le suppliant d'intervenir. Julien est resté figé sur place, n'offrant aucune réponse. J'ai ensuite produit le 2e document. C'était une action civile pour agression et voie de fait. Je l'ai informé que j'avais les preuves photographiques du traumatisme facial et les dossiers médicaux de mon médecin. Elle était la bienvenue pour continuer à prétendre que je faisais une montagne d'une taupinière. La voix de Chloé a commencé à trembler alors qu'elle affirmait que ce n'était qu'une gifle. Je l'ai fixée, répétant ces mots exacts, oui, juste une gifle. J'ai laissé tomber les dossiers devant elle, lui disant que cette gifle était censée être une démonstration de force envers moi. Mais cette action en justice était une démonstration de force pour quiconque a déjà été forcé d'endurer des abus en silence. La grande salle à manger était silencieuse. Personne n'a dit un mot. Oncle Armand a lentement hoché la tête, acceptant que la procédure régulière soit suivie. Éléonore a paniqué, exigeant de savoir si la réputation de la famille Beaumont ne signifiait rien pour moi si cela devenait public. Je me suis tournée vers elle et j'ai déclaré que ce n'était pas moi qui avais détruit la réputation de la famille Beaumont. J'ai déplacé mon regard vers Julien, soulignant que leur indulgence collective était la seule cause de ce résultat. Le visage de Julien est devenu livide.
Chloé a finalement baissé la tête, sanglotant qu'elle s'excuserait et paierait des réparations, me suppliant de ne pas déposer les poursuites. Je n'ai pas immédiatement accepté. Au lieu de cela, j'ai exposé mes conditions, des excuses écrites formelles, une restitution financière complète, la suppression de tout contenu diffamatoire et une rétractation publique. La décision de poursuivre ou non l'action en justice dépendrait entièrement de son attitude. Elle a hoché la tête furieusement, promettant de l'écrire tout de suite. J'ai glissé un stylo et du papier vers elle, observant ses mains trembler si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Elle a écrit la première phrase, confessant qu'elle avait malicieusement dépassé ses limites lors du dîner du domaine Beaumont. Pendant qu'elle écrivait, ses larmes ont frappé le papier. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié. Elle ne pleurait pas parce qu'elle regrettait de m'avoir blessée. Elle pleurait parce qu'elle était finalement forcée de payer le prix. Quand elle a eu fini, j'ai ramassé les excuses écrites. Julien s'est approché de moi, demandant à gérer les derniers détails. Je savais ce qu'il essayait de dire. Je l'ai immédiatement coupé, lui disant non. Un éclair de douleur brute a traversé ses yeux. Éléonore a soudain laissé échapper un rire froid, me rappelant que tant que je tenais les clés du domaine et le grand livre, j'étais toujours un membre de la famille Beaumont. Je l'ai regardée et je lui ai demandé si elle était certaine qu'elle voulait que je les remette tout de suite. Elle a répondu avec hauteur, bien sûr. J'ai hoché la tête et j'ai dit, très bien. De mon sac, j'ai sorti la tablette de sécurité principale et le porte-clés d'accès crypté. Pendant 3 ans, j'avais navigué dans le domaine Beaumont en utilisant ces appareils. Maintenant, ils ressemblaient à une lourde chaîne. Je les ai placés sur un plateau d'argent, annonçant que le transfert numérique formel aurait lieu demain matin à 10 h à l'entrée principale du domaine. Éléonore s'est figée, ne s'attendant clairement pas à ce que je les rende réellement. Je l'ai regardé et je lui ai dit que je rendrais les clés et je rendrais les règles, mais ils allaient me rendre chaque centime qu'ils me devaient. À 10 h le lendemain matin, je suis arrivé ponctuellement au domaine Beaumont. Une foule s'était déjà rassemblée près de l'entrée principale. Éléonore, oncle Armand, Marthe, 2 membres du personnel et Julien étaient tous présents. Seule Chloé était absente. J'avais entendu dire qu'elle avait déménagé de l'appartement d'entreprise que Julien lui avait arrangé pendant la nuit et que le conseil d'administration l'avait suspendu en attendant une enquête. Je savais aussi qu'elle avait publié des excuses formelles dans le groupe de discussion familiale élargi. La formulation était si stérile légalement qu'elle ne lui ressemblait pas du tout. J'ai supposé que Julien avait demandé à ses avocats de les rédiger, mais cela n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de son véritable remords. J'avais juste besoin qu'elle soit privée de la capacité de jouer la victime innocente. J'avais monté les marches en pierre du domaine d'innombrables fois. Je me souvenais de la toute première fois que j'étais venue. Grand-mère Rose m'avait tenu la main et m'avait dit que c'était ma maison. Maintenant, aujourd'hui, debout au même endroit, j'ai désactivé mes données biométriques pour l'entrée principale et j'ai placé le porte-clés principal sur le plateau d'argent. Ensuite, la carte d'accès à la salle d'archives, le code du coffre-fort numérique des médicaments et la télécommande du pavillon. Je les ai remis un par un. Le tout dernier élément était une petite clé USB cryptée que grand-mère Rose m'avait donnée. Elle contenait les mots de passe principaux des registres historiques de la famille et des protocoles d'héritage. J'ai tracé le bord de la clé avec mon pouce avant de la laisser tomber. Éléonore a fixé le plateau avec une expression très conflictuelle. Elle voulait le prendre, mais semblait presque effrayée de le toucher. J'ai remis le manifeste de transfert formel à oncle Armand, déclarant que les documents originaux seraient scellés et conservés par lui et le trust légal, tandis que je conserverais des photocopies à des fins de recouvrement de créances. Oncle Armand a accepté le manifeste, a soupiré lourdement et m'a félicité d'avoir gardé les dossiers si impeccables. J'ai répondu que ce serait la dernière fois. Debout à proximité, les yeux de Marthe étaient très rouges. Soudain, elle a annoncé qu'elle démissionnait. Éléonore a tourné la tête brusquement, exigeant de savoir ce qu'elle voulait dire. Marthe a détaché son tablier, disant qu'elle devenait trop vieille et ne pouvait plus suivre, suggérant à Éléonore d'embaucher quelqu'un d'autre. Éléonore a paniqué, accusant Marthe d'ajouter au chaos au pire moment possible. Marthe a offert un sourire amer,
expliquant que par le passé, elle prenait les ordres de Madame Beaumont. Maintenant que je partais, elle ne savait plus quels ordres suivre, et elle était terrifiée de prendre le blâme pour le prochain désastre inévitable. Les mots étaient polis, mais dévastateurs d'une directivité. Le visage d'Éléonore s'est empourpré d'humiliation. Julien a parlé à voix basse, promettant d'organiser un transfert approprié. La réponse de Marthe, « Vous auriez dû arranger les choses il y a longtemps, Monsieur Beaumont », a plongé Julien dans un silence total. J'ai remis le relevé de dette finale détaillé à Éléonore, l'informant que les demandes légales formelles arriveraient par courrier recommandé cet après-midi. Les mains d'Éléonore tremblaient de rage alors qu'elle soulignait qu'elle était toujours ma belle-mère. Je l'ai regardée calmement, déclarant qu'elle ne le serait plus très longtemps. Elle a pâli, demandant si je devais vraiment brûler tous les ponts. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers le vaste domaine qui avait abrité toutes mes attentes pour un mariage. J'avais célébré les anniversaires de grand-mère Rose ici, préparé des remèdes contre la gueule de bois pour Julien ici, et protégé ma belle-mère des potins de la haute société ici, mais j'avais aussi été giflée par une assistante d'entreprise ici. J'ai ramené mon regard et je lui ai dit que je n'avais pas brûlé les ponts. Ce sont eux qui m'avaient acculé au bord d'une falaise, et ce n'est qu'après avoir réalisé que je pouvais survivre à la chute qu'ils m'ont accusé d'être impitoyable. Oncle Armand n'a pas pu retenir une toux. Le visage d'Éléonore s'est encore assombri. Un cousin éloigné s'est dépêché d'arriver en voiture, désespéré de remettre un chèque de banque de 4 500 €. Il m'a supplié de ne pas mentionner son nom sur les avis juridiques, promettant de virer le reste d'ici la fin du mois. Cousine Valérie est arrivée juste derrière lui, agitant une confirmation de virement bancaire de 9 000 €, promettant anxieusement le reste le mois prochain. Par le passé, lorsqu'ils demandaient de l'argent, ils affirmaient toujours que la famille n'avait pas besoin de se presser. Maintenant qu'ils savaient que j'invoquais des avocats, ce sont eux qui étaient dans une course frénétique. Éléonore se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage passant du vert au blanc. Auparavant, les proches l'entouraient parce qu'elle pouvait utiliser mon argent pour leur acheter des faveurs. Maintenant que j'avais fermé le coffre-fort, son capital social était complètement en faillite. Julien est resté silencieusement sur le côté jusqu'à ce que la foule se disperse avant de m'approcher. Il a dit qu'il avait examiné l'accord de divorce. Ses yeux étaient profonds et sombres alors qu'il me demandait si j'étais prête à signer. J'ai dit oui. Il n'y a eu ni surprise, ni soupir de soulagement. J'ai simplement hoché la tête. Je lui ai dit que je le verrais au bureau de l'avocat à 15 h. Sa voix a baissé alors qu'il demandait si cela devait vraiment arriver si vite. Je lui ai dit que 3 ans, c'était déjà bien trop lent. Les mots l'ont visiblement frappé et il a fermé les yeux fermement. Il a dit qu'il réalisait seulement maintenant tout ce que j'avais vraiment fait pour cette famille. Je l'ai regardé et j'ai dit qu'il ne le réalisait pas seulement maintenant. Il ne l'avait réalisé que parce que personne n'allait le faire pour lui et ni mort. À 15 h au cabinet d'avocat, Julien a signé l'accord de divorce. La pointe de son stylo est restée suspendue au-dessus de la ligne de signature pendant un long moment. Je ne l'ai pas pressé. Finalement, il a écrit son nom, scellant définitivement notre histoire. J'ai pris l'accord, confirmant que tout était correct. L'avocat a expliqué la période d'attente obligatoire et le processus de dépôt final. En sortant du cabinet d'avocat, le ciel était couvert. Il a demandé s'il pouvait encore me contacter avant que le juge ne signe le décret final. Regardant droit devant moi, j'ai répondu qu'il pouvait me contacter concernant la procédure légale. Je n'ai offert aucune réponse pour le reste. Il a offert un sourire amer et a dit qu'il comprenait. Juste avant que nous nous séparions, il m'a appelé, demandant si je serais quand même partie s'il m'avait immédiatement défendu la nuit du gala. La question venait bien trop tard. Je me suis retournée pour le regarder et j'ai dit que cela aurait peut-être pris un peu plus de temps, mais que je serais quand même partie parce que cette gifle n'était pas le début. C'était le dernier fil qui se brisait. Le jour où notre accord final a été approuvé, Julien est arrivé tôt au palais de justice. Il portait un costume noir et tenait une enveloppe de documents. Il avait perdu beaucoup de poids. Le dernier mois avait lourdement pesé sur la famille Beaumont.
Les proches se débattaient pour rembourser leurs dettes et s'étaient complètement brouillés avec Éléonore. Une fois privée de mon soutien financier illimité, Éléonore a finalement réalisé le coût astronomique réel de la gestion du domaine. Ils ont embauché un gestionnaire de domaine professionnel qui a démissionné après moins de 10 jours, citant des exigences impossibles, des humeurs horribles et un système comptable chaotique. Chloé avait payé des réparations, présenté ses excuses et disparu du monde de l'entreprise. Elle m'avait finalement envoyé un message disant qu'elle comprenait vraiment ses erreurs. Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. Certaines excuses sont prononcées juste pour soulager la culpabilité de l'agresseur, pas pour guérir la victime. J'ai vu Julien marcher vers moi. Il a demandé si j'avais déjeuné. J'ai dit que oui. Il a hoché la tête. Nous sommes retombés dans le silence. Autrefois, nos silences étaient moi qui attendais qu'il parle. Maintenant, le silence était simplement moi qui ne lui donnais plus d'ouverture. Avant que nous n'entrions dans le bureau du juge, il m'a tendu une enveloppe, disant que c'était le premier versement du remboursement de sa mère. Je l'ai prise et je l'ai remercié. Il a souri amèrement, disant que j'étais trop polie, la lumière dans ses yeux s'éteignant. En attendant en ligne, il a tranquillement mentionné qu'il était retourné au domaine et avait vu la chaise vide à la tête de la table. La maison était en désordre total. Il a dit qu'il avait enfin réalisé que la famille n'avait pas fonctionné sans heurts par elle-même. Elle fonctionnait parce que je portais tout le poids. J'ai fixé l'écran du moniteur de file d'attente, l'écoutant confesser qu'il pensait que j'étais trop froide, mais qu'il comprenait maintenant que je canalisais simplement toutes mes émotions pour résoudre les problèmes. Cette prise de conscience tardive a provoqué une légère ondulation dans mon cœur, mais il ne pouvait plus rien changer. Pour la première fois, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai utilisé son nom et je lui ai dit que je n'étais pas né intrinsèquement calme. Je lui ai dit que j'attendais qu'il explique ces événements de réseautage nocturne. J'attendais qu'il remarque quand sa mère me rendait les choses difficiles. J'attendais qu'il trace une ligne avec Chloé. J'attendais qu'il demande si j'étais blessée la nuit du gala. Mais tout ce que j'ai toujours eu, c'est lui qui me demandait pourquoi j'avais riposté. Une larme a failli couler de son œil. Il a dit qu'il était désolé. J'ai hoché la tête, acceptant, mais j'ai clairement fait savoir que je ne regarderai jamais en arrière. En une fraction de seconde, la lumière dans ses yeux s'est complètement brisée. Le huissier a appelé nos noms. Nous sommes entrés ensemble dans les chambres. Lorsque le juge a demandé si nous signions l'accord volontairement, j'ai dit oui immédiatement. Il a fermé les yeux pendant un long moment avant de finalement dire oui. 2 décrets de divorce finalisés nous ont été remis par nos avocats. J'ai mis ma copie dans mon sac, mes doigts effleurant l'alliance en platine que je n'avais pas encore rendue. J'avais décidé de la faire fondre et de la refaire. En sortant du palais de justice, le soleil était aveuglant. Il m'a dit que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais juste demander, mais je l'ai coupé. Il a demandé si je le haïssais toujours. J'ai dit non parce que la haine exige une connexion, et je ne voulais plus aucune connexion. Plus tard, j'ai entendu dire que la famille Beaumont avait engagé un cabinet de gestion d'entreprise. Éléonore ne pouvait plus exiger d'argent sous la table, et tout proche demandant un prêt devait signer des reconnaissances de dettes légalement contraignantes. Oncle Armand a scellé de façon permanente ce grand livre en cuir vintage dans la salle d'archives. Il a dit que c'était la leçon la plus chère que la famille Beaumont ait jamais apprise. Quant à Julien, il ne s'est jamais remarié, du moins pas avant très longtemps. Les gens disaient qu'il était devenu incroyablement renfermé. Lors des dîners de famille, il regardait instinctivement vers la tête de la table, mais je n'étais plus là. J'ai emménagé complètement dans mon appartement de Montmartre et j'ai pris des travaux de montage de documentaires en freelance. J'ai redessiné l'espace que ma mère m'avait laissé. Les platanes devant le balcon ont fleuri de nouvelles feuilles. J'ai invité Marthe à dîner. Elle a regardé mon annulaire vide et a souri, disant que les choses étaient mieux ainsi. J'ai souri en retour et j'ai acquiescé. Après le dîner, j'ai apporté cette vieille alliance à un maître bijoutier. Le bijoutier a demandé quel style je voulais qu'elle soit fondue. J'ai dit que je voulais un simple anneau non orné. Quand on m'a demandé si je voulais une gravure, j'ai réfléchi un instant et je leur ai dit de graver « Séraphine Dubois ».
Le bijoutier a levé les yeux, vérifiant si je voulais seulement mon propre nom. J'ai hoché la tête. Juste mon nom. 1 mois plus tard, l'anneau uni était terminé. Je l'ai glissé au majeur de ma main droite. Il ne représentait pas un mariage ou la promesse de quelqu'un. Il ne représentait certainement pas la position de Madame Beaumont. Il servait seulement à me rappeler une chose. La tête de table n'était jamais juste une chaise. C'était une personne. J'avais finalement appris que je ne devrais plus jamais m'écarter pour les règles de quelqu'un d'autre.